bon, aimer les autres, c'est une chose, mais s'aimer soi-même d'abord. C'est-à-dire avoir une conscience de soi qui est, j'ai aucune raison objective de me maltraiter. Et quand on a un diagnostic vital engagé, quand on relève d'un accident, c'est à ces moments-là où on se dit, bah ouais, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps de m'acharner, j'ai pas le temps de faire fausse route. J'ai pas été formé à la mise en scène. Et pourtant, à un moment, tu te dis, bah pourquoi pas toi? Et puis première expérience, deuxième expérience, non seulement tu te dis, bah ouais, ça fonctionne, et puis t'es heureux. C'est-à-dire que j'ai pas à prouver à qui que ce soit que je suis légitime en tant que je suis à ma place d'artiste. Quand j'étais chanteur lyrique et que j'étais sur des scènes d'opéra, j'étais déjà entre guillemets artiste. Mais c'était pas ma place à moi, ma place d'artiste à moi, ma place sociétale qui fait que mon rôle et mon métier d'artiste a du sens dans la société dans laquelle je vis, c'est à cet endroit-là. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien et d'encouragement à l'occasion de mon TEDx. J'ai réalisé un rêve la semaine dernière, c'était incroyable. Dès que j'ai le lien du replay, comptez sur moi pour vous le dire. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel homme exceptionnel. Encore un immense merci Gwen de m'avoir présenté Arnaud. Plus jeune, Arnaud s'est cherché. Il a commencé des études de théologie pour ensuite s'orienter vers la musicologie. Arnaud est devenu chanteur lyrique jusqu'à ce que sa vie soit percutée de plein fouet. Après avoir frôlé la mort, il a appris à vivre et à écouter sa petite voix. Il passe donc de l'autre côté du rideau et devient metteur en scène. Aujourd'hui, Arnaud est le fondateur des Voix élevées. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Guillou. Bonjour Arnaud. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Ah, avec plaisir. L'objet que j'ai choisi pour me présenter, c'est mon sac. C'est un très beau sac en cuir qui me suit depuis, je crois maintenant 12 ans. Et qui est un petit peu à l'image de ma vie. C'est un sac que j'ai eu neuf, dans un cuir nickel, qui était sans griffure, sans défaut. Et c'est un sac qui a vieilli avec moi, qui a tout vécu avec moi, qui a pris les intempéries quand j'étais en deux roues, quand je suis en vélo, quand je suis et puis qui est tombé avec moi quand j'ai eu mon accident en 2016, mon gros accident de moto. Et donc on pourrait, si on osait la comparaison, c'est carrément mon doudou en fait. C'est ça que c'est vraiment mon objet transitionnel qui me rappelle plein de choses. Et surtout, ce qu'il me montre tous les jours, c'est qu'en vieillissant, donc il s'est patiné, le cuir est très beau et il est devenu donc cet objet magnifique. Il était très beau au départ, mais le fait d'avoir été griffé, d'avoir pris la neige, le cuir a vieilli, s'est patiné, et aujourd'hui c'est un objet que je trouve sublime. Génial, magnifique métaphore. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Alors j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer. Je suis né à Guérande, dans Loire-Atlantique, le pays du sel, et donc j'y ai vécu jusqu'à mes 11 ans. Donc en fait on partait pas en vacances parce que le paysage était tellement un paysage de vacances. On avait la chance en plus d'habiter vraiment juste au-dessus des marais salants, entre Guérande et la Turballe, et ça évidemment m'a donné un attachement à la mer qui a aussi évolué avec les années, parce que quand on est gosse, en fait, on se rend pas compte de la chance et du bonheur qu'on a de pouvoir être à côté de cet élément incroyable. Et puis, en quittant la Loire-Atlantique, en quittant ma province pour arriver à Paris pour le travail, c'est là que la mer m'a manqué. Cet horizon, en fait, cette étendue, cette possibilité, voilà, de pas voir de mur. Moi, ce qui me frappe vachement en milieu urbain, c'est que le regard est arrêté en permanence. Et que, alors peut-être pour d'autres c'est la montagne, pour d'autres c'est la campagne, mais ce besoin de voir loin et large,
me fait un bien fou. Et puis tout ce qui est toutes les odeurs, les couleurs de la mer, je suis très amoureux de la Bretagne Nord, qui est pas du tout ma Bretagne de naissance. Enfin, si tant est que Guérande est en Bretagne, vaste combat. Mais enfin voilà, en tous les cas, moi, la Bretagne que j'aime, c'est la Bretagne Nord, les Côtes d'Armor, avec ces paysages qui à la fois ont une espèce de violence et de dureté, et en même temps, je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui est très joyeux, qui est très dynamique, qui est très revigorant. Et puis on le sait, hein, il y a toutes les saisons dans une journée en Bretagne, avec donc toutes les lumières qui vont avec. Moi, ça, je trouve ça un peu extraordinaire. Et puis je sais pas, mais je sais pas que ça, je l'identifie pas, mais il y a des endroits où on se sent un peu instinctivement chez soi, ou des maisons, ou des endroits où subitement on se dit bah oui, je suis à la maison. Et pour moi, la Bretagne, enfin les Côtes d'Armor, j'ai l'impression d'être à la maison et ça me fait beaucoup de bien. Ouais, c'est un vrai point. En effet, t'es pas la première personne à parler de ce fait de se dire qu'il y a des endroits où qui te ressourcent, où tu te sens bien. Et tu vois, c'est marrant parce que j'y pensais ce week-end. Moi, je suis une vraie Parisienne. J'ai grandi à Paris. Et après, quand j'avais 24 ans, le truc que personne ne fait, je suis partie vivre à Marseille avec mon chéri de l'époque et aujourd'hui mon mari. On a eu nos enfants, on y est resté 8 ans. Et on est retourné à Paris quand j'avais 32 ans. Le truc que personne ne fait, tu sais, t'arrives avec 2 enfants en bas âge. Bon bah on est resté à Paris, burn-out plus confinement, on est retourné à Marseille et c'est rigolo parce que je sais pas, hier j'étais dans l'avion et je repensais à mon départ de Marseille où j'avais pleuré en quittant ma maison, j'avais pleuré en fait en quittant mon job, ma maison, la nounou, mais c'était 2 jours de pleurs continus. Mmh. Et je me suis dit, quand j'ai quitté Paris la première fois et la deuxième fois, mais il y a eu aucun pleur en fait. Et c'est drôle de voir que, oui, il y a des endroits qui te ressourcent, qui te font du bien. Et tu vois le nombre de personnes, moi, qui me disent, ah, mais t'as de la chance, tu vis à Marseille. Alors non, je t'explique, il n'y a pas de chance. C'est pas de la chance. Non, la chance, ça n'existe pas. Là, voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, mais non, c'est pas de la chance et c'est vraiment en effet de se dire, c'est chouette quand t'as trouvé cet endroit. C'est la personne à qui je pensais là quand on l'interview. C'est une personne qui est journaliste Ouais. et il a un jour il va faire un safari et là il se dit mais c'est ça mon endroit quoi. Et donc là, son endroit, c'est la savane. Et aujourd'hui, il a 2 métiers. Il est guide de safari et journaliste chez BFM. Donc le truc, D'accord. il a 2 vies. Ah, c'est marrant parce que moi rencontré un photographe comme ça, qui est à la fois prof d'espagnol et photographe, et donc il vit entre la France et le Kenya. Ouais, Incroyable. c'est fou, ouais. Ouais, ouais. Et quel type de petit garçon t'étais? Waouh. Quel type de petit garçon j'étais? Je pense que j'étais un petit garçon plutôt joyeux, plutôt enthousiaste, plutôt. J'ai pas entendu autour de moi familialement que j'étais un gamin difficile ou pénible ou. Et je pense que c'est toujours un peu mon tempérament. Les choses me font. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me font rire assez facilement. Et je trouve que le monde est un théâtre, en fait. Et j'adore regarder les gens. Je mate beaucoup. Je sais pas, une terrasse de café, dans les gares, Je partage. dans tous les endroits en fait où on est un petit peu obligé d'attendre et où il y a ces gens qui vivent, qui racontent des choses sur leur visage, sur leur façon de se mouvoir. Même il y a plein de choses qui m'intéressent vachement. Et je pense que petit, j'avais déjà ça. J'ai été très rapidement un animal social. Je me souviens que ma mère a dit de moi un jour que j'étais très à l'aise avec les grandes personnes. C'est-à-dire que j'étais très poli, très j'ouvrais la porte aux dames, donc je pense que voilà, j'ai toujours été un vrai animal social, avec besoin de vachement d'amitié forte. J'ai pas eu des groupes de copains, mais j'ai eu vraiment des amis importants à chaque étape de ma vie, et c'est aujourd'hui encore le cas. J'étais pas du tout un enfant sportif pour le coup, ça m'intéressait pas trop. Ça, c'était plutôt le domaine de mon frère, jusqu'à ce que je découvre l'équitation. Mais j'étais plutôt sur des débuts d'ado, j'ai dû avoir 12 ans.
Et j'ai découvert donc l'équitation et je montais dans une ferme équestre à Fégréac, pas très loin de Game Dev Info, et où en fait je passais l'après-midi. En fait, on avait un deal génial, c'est qu'en fait je payais 1 heure d'équitation. À l'époque, c'était en francs. Et puis on restait toute l'après-midi à faire des petits travaux, à filer la main. Et donc pour moi, le samedi après-midi, il y avait une bouffée d'oxygène intense au contact des chevaux. Génial. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves d'enfant? Tu disais, ah, quand je serai grand. Alors là, waouh, question colle. Je sais pas si j'avais des rêves de gamin. Je me suis pas. Je me souviens pas m'être projeté dans des métiers, par exemple, quand j'étais môme. Ce dont je me souviens, c'est que j'avais deux super amis à la Baule qui faisaient toujours un spectacle un peu familial, un peu le truc qui emmerde tout le monde, mais bon, qui est mignon. Et je me souviens qu'elle m'avait convié à ce spectacle qui était quand même vachement à base de danse, sick. Et je me souviens de l'émotion de la représentation. Je me souviens que elles avaient dû me convier à faire 2-3 mouvements, sur le boléro de Ravel. La musique de fond, c'était le boléro de Ravel. Et je me souviens que je suis sorti du salon qui était notre scène, notre théâtre, et que j'ai pleuré. Tellement j'avais trouvé ça génial, ce côté représentation, ce côté les gens qui nous regardent, le fait on avait travaillé, hein, on avait répété les jours avant et tout, et j'avais trouvé ça génial. Donc ça ça m'a pas du tout projeté dans je ferai ça plus tard. Ce qui est marrant, c'est que bon, c'est quand même devenu mon boulot après, mais en termes de rêve, je crois que j'ai été bien où j'étais et en tous les cas, je m'en souviens pas. Peut-être qu'il y avait des rêves. Mais ça, du coup, ça avait créé une émotion hyper forte chez toi. Ah mais dingue, Ouais. dingue ces trucs. Je me suis vraiment fait submerger par une émotion électrique, de plaisir, d'émotion, puis je pense de stress que je devais lâcher. Enfin, Et comment tu l'as vécu, le fait d'avoir pleuré? Tu l'as assumé? Ben, j'étais tout seul, parce qu'en fait le truc c'est que en fait il y avait le salon et en fait du salon on avait nos coulisses, c'était la cage d'escalier en fait qui était juste là, et puis il y avait des toilettes à côté de la cage d'escalier, et en fait j'ai été aux toilettes pour pleurer, bien sûr, je suis un garçon. Ouais, parce que c'est marrant parce que tu vois ça, bon bah j'imagine que tu dois avoir de l'hypersensibilité en toi pour pleurer Ouais. pour ce type de choses, et très souvent quand on discute avec des personnes que j'ai interviewées notamment et des personnes même dans mon entourage qui sont hypersensibles, tu te rends compte en fait que ce truc-là, alors je pense en plus chez un garçon c'est encore plus vrai que pour une fille, mais de se mettre à pleurer enfant pour une chose où normalement tu ne pleures pas, tu comprends pas trop ce qui t'arrive et tu te dis mais pourquoi je me mets à pleurer pour ça en fait. Mm. Ah oui, oui, oui. Mais ça m'a pas du tout, ça m'a. Ou alors après, je sais que la mémoire est pas fiable, hein, on le sait, mais j'ai pas souvenir que ça m'ait perturbé. J'ai été vraiment submergé par une émotion, mais qui était, oui, j'ai parlé tout à l'heure d'électrique, c'était vraiment quelque chose comme ça, une espèce de décharge, de waouh, c'était ouf en fait. Et puis après, voilà, bon, la vie reprend son cours, et puis. Mais oui, ça, je me souviens, en tous les cas, des émotions fortes de mon enfance, il y avait ça, carrément. Et au moment du coup de choisir tes études, ça s'est passé comment pour toi? Ça a été un peu un peu un non-choix. Donc moi, j'étais en filière scientifique à l'époque, en première, à Nantes. À l'époque, mon projet, c'était école veto. Parce que voilà, je sortais de cette période très très cheval, animaux, machin, j'aimais ça beaucoup. Et puis, je me suis dit bah voilà, veto, super, ça m'intéresse bien. Et donc fin de ma première, je suis un peu juste au niveau de mes résultats pour passer à l'époque en terminale C, qui me facilitait l'entrée en prépa veto. Et donc un peu guidé par mes parents, par mes profs, par je sais pas trop quoi, je décide de repiquer ma première S. Et pour avoir des meilleurs résultats, rentrer en terminale C, et puis voilà. Et donc ma deuxième première constat d'emmerdement total, en fait, les sciences n'étaient pas mon truc. Enfin, je marchais pas trop mal hein, à l'école, mais les sciences n'étaient pas mon truc. Je m'éclatais en langue, je m'éclatais en musique,
mais assez peu dans les matières qui auraient dû être mes matières phares. Donc, je traînais avec des gens qui étaient plutôt en filière langue ou en filière musique, et qui m'ont dit, écoute, nous, dans le lycée, il y a une école maîtrisienne, donc c'était le lycée La Perverie à Nantes. Il y a une école il y avait donc une maîtrise. Pour nous, c'est une matière, mais pour toi, ça peut être une option avec les points au-dessus de la moyenne au bac. Formidable. Et puis à cela, elles ajoutent super ambiance. On fait des voyages, on rate des cours. N'en jetez plus. Et puis j'aimais chanter. Ça, j'ai toujours aimé chanter depuis que je Oui. suis môme. J'ai toujours adoré chanter. Donc je chantais juste, mais c'est tout. Et on t'avait dit que tu chantais juste ou c'était pas, voilà, c'était juste, quand tu chantais, bon, bah, tu chantais Oui, juste. oui, Est-ce qu'on oui, on oui. soulignait le fait que tu chantais juste Oui. Ouais, 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 ça, je me souviens, oui, oui, ça, gamin, on me disait que je chantais juste, que je chantais bien, que voilà, c'était, mais c'était pour moi. Enfin, il n'y avait pas du tout aucune velléité d'en faire un métier. Et donc je rentre dans cette maîtrise, je passe l'audition, je rentre dans cette maîtrise, et là je découvre le chant, et je découvre le chant à plusieurs voix. J'ai été fasciné, évidemment. Et puis donc en terminale, dans cette maîtrise, les hommes partaient donc en études supérieures, et donc il fallait remplacer le cheptel des solistes. Et on m'a proposé d'être soliste basse, donc j'ai commencé à prendre des cours de technique vocale en particulier. Donc là, un peu grosse découverte du chant, du phénomène vocal, de ce que j'étais capable de faire. Et puis ça a bien marché. Je pense que j'avais un peu des prédispositions. Donc ça veut dire aussi un peu reconnaissance, un peu cet endroit où on est bon. Ça m'a fait vachement de bien. Et puis bon, exit veto, parce que d'une part, je me suis rendu compte que j'avais pas la capacité de travail pour une prépa, clairement. Et puis la seule chose qui me plaisait à ce moment-là, c'était le chant. Donc fin de ma terminale, j'ai choisi de rentrer en fac de musicologie à Tours, et puis de tenter le concours du conservatoire d'Angers, pour continuer sur cette voie de musique, et puis advienne que pourra, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. et là, comment ton entourage, ils ont réagi? Parce que du coup, on est quand même loin de l'univers veto. Oui, ultra loin. Ça a été un peu, ça a été un peu mitigé. Ça a été un peu mitigé. Je pense que mes parents ont eu très peur. Mes parents sont pas du tout artistes, ont aucune connaissance du milieu, et autour d'eux, personne n'en avait non plus. La seule connaissance un peu artistique, enfin milieu artistique, c'était le parrain de ma mère qui travaillait à la télé, et qui avait un petit peu une réputation un peu sulfureuse de fêtes, de drogue, d'alcool, éventuellement de femmes. Et j'ai l'impression que ça a quand même vachement teinté la vie de mes parents sur mon futur. Et puis pas de projet pro, en fait, c'était juste chanter, faire de la musique, ce que j'entends aujourd'hui, moi-même parent, ultra anxiogène pour des parents. Donc j'ai quand même entendu des choses assez violentes, euh, parce que voilà, mes connaissances et angoisses, et je me suis tenu à ça pendant une année. Donc je suis rentré en fac de musicaux. C'était quoi les trucs violents que t'as entendus? Mon père m'a dit un jour, oui, oui, très bien, tu fais de la musique, et puis comme ça, ton projet professionnel, c'est quoi, être gardien de square? Donc voilà, j'ai entendu des choses un peu comme ça. Mais vraiment, ouais, j'en veux pas à papa. Enfin, je pense que vraiment, c'était tellement loin, lui, de ce qu'il était, que c'était vraiment une manifestation d'angoisse. Sur le coup, tu prends une vraie claque. Et puis avec quelques années derrière, tu te dis, bah non, évidemment. Enfin, c'était Ou plus c'était une pour te manifestation protéger? d'amour Ouais. qu'une manifestation violente, quoi. Parce que Mais tes c'était parents, ils dit quand faisaient même. quoi? Ouais. Comment? Tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Alors papa, il travaillait au Crédit Agricole. À l'époque, il était directeur d'une agence bancaire à Nantes. Et maman était professeure de français, et elle s'est arrêtée de travailler à la naissance de mon frère aîné. Et puis elle a jamais repris son boulot. Elle s'est occupée de nous à la maison. Ouais, tous les deux des métiers très rassurants. Ouais, Et voilà. puis on sait comme les banquiers aiment le risque. Bah pas trop, ouais, pas trop. Donc effectivement, ça cadrait pas du tout, hein, avec l'ambiance. Et puis donc fin de ma première année là, après post-bac, euh, j'étais quand même un petit peu tarabusté par cette idée, voilà, de est-ce que c'est pas encore une lubie, parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez euh, versatile, papillonnant. J'avais envie d'un truc, je le faisais, puis je laissais tomber, machin et tout. Et là, je me dis, bon, la musique, est-ce que c'est pas encore une espèce de lubie, d'un truc qui est séduisant sur le coup, mais bon, quand il va falloir bosser, machin. Et donc, un peu
un peu pressé aussi par les parents et l'entourage, et je dis bon, ok, d'accord, je vais réfléchir. Donc j'ai pris une année sabbatique, où j'ai fait une année de philo-théologie, avec des gens qui se destinaient à être moines, ou des gens qui étaient déjà en école de philo, et qui venaient faire un complément. Enfin, voilà. Donc j'ai passé un an comme ça à travailler philo et théologie, et j'en ai tiré en fait une structuration de la pensée qui était vachement intéressante, d'une part, et d'autre part, c'est-à-dire que 3 mois plus tard, je créais une chorale sur place. J'ai travaillé avec, il y avait une fille qui était là, qui était super, qui était pianiste, avec laquelle on a déchiffré des mélodies. Bon, donc j'ai quand même acté que la musique n'était pas une lubie et que ça me tenait vraiment à cœur. Et cette année-là a été pour moi géniale de constat que oui, j'avais envie de faire ça sans vraiment savoir ce que ça allait donner. C'est un peu étonnant, c'est juste l'assurance que oui, c'est la bonne voie. Qu'est-ce La que ça va confiance. donner? Je sais pas encore, mais par contre, on va continuer. Et Mais donc quand j'ai du coup, repris mon cursus après. et quand du coup tu t'es inscrit ça, parce que c'est quand même pas, enfin c'est quand même pas banal de s'inscrire Ouais, dans ce type de parcours. Enfin moi je sais, ouais, je connaissais même pas, je savais même pas d'ailleurs que tu pouvais en effet avoir cette double approche, parce que j'ai interviewé un homme incroyable qui est prêtre ouais. et qui aujourd'hui le père Barthélemy, qui aujourd'hui en fait a repris ses études de psycho, enfin il je sais pas, il a 45 ans, quelque chose comme ça, et aujourd'hui Ouais. il est devenu psychologue. Ah, génial. Et du coup, bon bah forcément, ça n'a pas été trop apprécié dans l'univers, parce que bon bah on leur disait la théologie et la psychologie sont deux choses très différentes, alors qu'en fait non. J'invite tout le monde à écouter cet épisode, parce que vraiment il est, enfin Ah, qu'on ça doit soit être passionnant. catholique ou pas, c'est même pas c'est un homme vraiment surprenant, épatant et vraiment extraordinaire. Ouais. Alors du coup, ouais, comment t'es tombé, enfin là-dessus en fait, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, en fait, nous, on est d'une famille un peu, même un peu beaucoup catho, et donc il fallait aussi justifier l'année sabbatique par rapport à mes parents, par rapport, parce que bon, évidemment, il fallait trouver un logement, il fallait de la bouffe. Donc, si tu sais pas, je pouvais pas faire une année sabbatique genre je glande à la maison, c'était pas possible. Et puis moi, je pense que j'avais envie de prendre le large aussi, d'être un peu loin, et puis d'avoir cet espace-là. Et donc voilà, on a où j'ai cherché cette possibilité justement d'avoir une année sabbatique, mais qui soit un peu quand même constructive. Et la philo m'intéressait bien en fait. Moi, j'ai adoré la philo au lycée, et même en terminale, où j'étais donc toujours en filière scientifique malgré tout. J'avais adoré la philo, et ma prof m'adorait parce que je devais être un des seuls qui participe. Et voilà, et cet endroit de réflexion sur l'homme, sur l'expérience, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de découvrir ce que les autres avaient dit avant, ce que ça pouvait développer comme imaginaire, comment on pouvait aussi vraiment structurer une histoire de pensée, sortir de l'opinion en fait, sortir de la polémique pour se dire ok, de quoi il s'agit, quels sont les angles d'attaque. Je trouvais ça passionnant, et donc je me suis dit bon voilà, catho, philo, ça peut être intéressant. Ouais. Donc voilà pourquoi le choix de cette année un peu intellectuelle. Et donc du coup, t'es retourné dans la musicologie, Ouais. Alors non, justement pas la non? musicologie, parce que je me suis dit la musicologie c'était un peu pour une formation générale, pour enseigner ou pour chercher. Ok. Et moi je voulais faire, il faut que j'ai les mains dedans quoi. Donc j'ai laissé tomber la musico pour n'avoir que des cours au conservatoire à Angers. Et puis de là, en fait, je fais partie encore de ces gens qui devaient faire leur service militaire. Donc j'ai fait mon service militaire dans les chœurs de l'armée française. Donc Génial. ça, c'est mon arrivée en région parisienne. Donc le boulot était à Rueil-Malmaison, et moi je le logeais à Nanterre. Et puis pendant mon service, j'ai fait partie d'un ensemble vocal, dont la chef travaillait au Centre de musique baroque de Versailles. Et elle me dit, il y a un baryton qui vient de démissionner de la formation, est-ce que ça t'intéresse? Ben oui, parce qu'en fait, en plus, à l'époque, c'est une formation qui était assortie d'une bourse. Donc ça me permettait de rester en région parisienne, de continuer à faire de la musique. Et puis donc j'ai dit ok, donc je suis passé de mon service militaire au Centre de musique baroque à Versailles.
Et puis après le centre de musique baroque, j'ai voulu quand même terminer mon cursus de conservatoire, et donc je suis rentré au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, où le prof d'Angers enseignait aussi. Donc en fait, je le retrouvais à Paris. Et puis, donc, j'ai passé mon prix au conservatoire de Saint-Maur. Et puis après, j'ai eu une année de concours où j'ai passé le concours du CNSM de Paris. Et puis plein d'autres trucs. Et puis, ça a fonctionné. Donc, je me suis retrouvé au conservatoire de Paris entre 2003 et 2006. Sur une formation vraiment géniale, quoi, avec plein de réseaux, puis de découvertes de gens incroyables, musicalement parlant, de gens incroyables, quoi. Et là, du coup, tes parents, ils étaient plus rassurés? Bah oui. Effectivement, quand je suis rentré au CNSM, bon, c'est une école prestigieuse, il y a un gros concours, et puis surtout, il y avait une équivalence de diplôme. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, à l'époque, je sortais avec un bac+4. Donc pour nous à l'époque, c'était une maîtrise. Et donc oui, là ils se sont dit bon bah déjà s'il rentre là, c'est que peut-être qu'il y a des choses à faire. Et puis d'autre part, si jamais ça fonctionne pas, il aura au moins une maîtrise qui lui permettra de rebondir. Donc oui, là ça c'est un peu détendu, ouais. Et là, donc quand tu finis ça, tu te dis, enfin, comment ça se passe du coup professionnellement pour toi? Bah là pour le coup, c'était un peu toboggan parce que j'avais commencé à travailler dans des ensembles de manière un peu professionnelle. Et puis, bah, sorti du conservatoire, il y a beaucoup de réseaux en fait, qui comme, enfin, c'est le principe de toutes les grandes écoles. Hein, tu fais du réseau et en sortant, bah, t'es un peu coopté par les gens avec qui t'étais étudiant sur différents projets. Et donc, j'ai fait une carrière d'une dizaine d'années de chanteur d'opéra, donc sur des projets très très variés, à la fois dans des maisons d'opéra classiques, style Lille, style et puis des projets un peu annexes d'adaptation d'opéra, de petites formes, de choses comme ça, qui mêlaient beaucoup le théâtre et la musique. Moi, j'adore le plateau, enfin j'adore le jeu, et cet endroit-là m'a beaucoup plu, et c'était plus facile de l'exploiter sur des petites productions que de l'exploiter dans des grandes productions où il y avait moins le temps et puis moins la place de s'épanouir. La petite forme ou la petite compagnie a ça de génial qu'on a le temps de développer, de s'épanouir, de travailler soi-même sur le projet, alors que quand on est convié sur une grosse production dans une maison d'opéra, il y a des injonctions très fortes du chef d'orchestre, du metteur en scène qui cadrent très vite le travail, puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc il y a moins de travail de fond sur vraiment la recherche du personnage, enfin voilà, c'est mon expérience, hein. Peut-être qu'à d'autres Oui, il endroits y en dans a une peut-être grande qui maison, il y a des préfèrent, gens toi, qui ont ouais, vécu ton des choses côté, super. ouais. Mais voilà, moi j'avais envie de déployer déjà un peu autre chose, puis des choses un peu drôles, un peu un petit peu en décalage par rapport à ce milieu d'opéra dont tout le monde a un a priori très très fort. Ça me plaisait bien parce que moi, donc on se l'est dit, hein, je suis pas du tout d'une famille d'artistes, et en fait l'opéra c'était pas du tout naturel. Et j'ai entendu une fois un opéra, c'était en 96, c'était Don Carlos de Verdi. Et puis là, ça a bétonné le fait que je voulais faire ça, quoi. Et pareil, sans un peu le même truc que mes trois pas de danse là quand j'étais gamin, cette espèce de sensation profonde de c'est ça, et on va y aller, quoi. Donc tout était beau, tout était émouvant. Enfin, les chanteurs étaient formidables, les costumes étaient sublimes, la lumière était incroyable, la mise en scène était hyper sobre, hyper élégante. Enfin voilà, cette production est pour moi vraiment le cœur du début de mon travail de chanteur, quoi. Voilà. Et si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit tout à l'heure hors micro, c'est en 96 où où ta vie a été aussi chamboulée de façon très très forte? Alors non, c'est 10 ans plus tard. Ah, c'est 2016, Ah non, c'est oh mon Dieu, 20 ans plus tard. Ah, 2016. 2016, ouais. 2016. 2016. Donc 2016, il y a deux événements incroyables. Le premier événement, c'est le premier spectacle de ma compagnie.
Donc c'était une adaptation de La Flûte enchantée à Autun en Bourgogne, donc une expérience incroyable de production, de mise en scène de cet opéra de Mozart, bon évidemment adapté, et puis assorti d'un grand parcours d'action culturelle autour, donc de travail avec des CM2, avec des sixièmes, et puis avec un CFA BTP, donc des gamins de 20 ans, évidemment très très loin du monde de l'opéra, et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait ensemble, et bon, ça ferait carrément l'objet peut-être d'une autre émission tellement c'était génial. Bon, donc il y a ce premier spectacle qui va vraiment fonder les bases de ma compagnie et qui va acter que nos intuitions étaient les bonnes en termes de bah oui, la création n'a de sens que si elle combine un peu les gens du territoire autour. Donc ça c'est au mois de mai. Et au mois de décembre 2016, j'ai un très grave accident de moto, euh, lié également à la flûte, puisque j'allais répéter pour une autre production de La Flûte enchantée. Donc je pars à 7h de la maison, et à 7h15, je me fais renverser par une voiture. Et que donc multiples fractures des jambes. J'arrive à l'hôpital à Kremlin-Bicêtre dans l'après-midi, et puis je suis opéré la nuit. La première opération va durer 11 heures, et puis je vais être réopéré tous les jours pendant 5 jours parce que j'ai fait un syndrome des loges. Je pense pas qu'on rentre dans les détails, c'est pas très important, mais c'est un problème musculaire, ce qui fait que je vais être opéré les 5 jours, et que donc ce syndrome des loges va me laisser des séquelles irréversibles pour la vie, au niveau de mes jambes, entre le genou et les chevilles sur les 2 jambes. Donc ça veut dire que je vais être immobilisé pendant 2 mois et demi au lit, et puis que je vais repasser après par la case fauteuil roulant, puis réapprendre la marche, puis se débrouiller avec ses jambes en carton. Et donc ça fait donc de décembre 2016 à mai 2017. Et Et là, quand tu as cet accident, tu dois mourir ou tu... je me vois pas mourir en fait. L'accident, je suis conscient. Quand je tombe, je suis conscient, puisque je me souviens que mes jambes ne répondent plus. J'ai pas mal à ce moment-là, mais je me rends compte que mes jambes ne répondent plus. Et puis, je me souviens avoir très mal quand les pompiers me mettent dans l'estafette là, pour m'emmener à l'hôpital. Et ma seule préoccupation à ce moment-là, c'est qu'ils ne découpent pas mon blouson. Faut dire, le cerveau est quand même vraiment bizarrement foutu, parce que je vois une jeune femme qui vient pour vérifier l'état de mon corps, et qui donc ils avaient coupé mon pantalon, et là je lui ai hurlé dessus quoi, en disant mais je peux l'enlever tout seul. Donc j'ai effectivement enlevé mon blouson tout seul avant de tomber dans les pommes. Donc voilà quelle était ma préoccupation à ce moment-là, que là j'avais les jambes en biais. Et donc à ce moment-là, non, je me vois pas mourir. Ensuite, ils m'ont mis en coma artificiel parce que je souffrais trop, arrivé à l'hôpital. Et, la sensation de la mort, je l'ai revécue après au bloc, parce que j'ai failli à nouveau, j'ai perdu énormément de sang, j'ai failli repasser l'arme à gauche au bloc, mais je suis sous anesthésie, donc je m'en souviens pas. C'est a posteriori en fait qu'on se dit ok, donc tu aurais pu laisser la vie une première fois sur place, puis au bloc. Puis après, il y a tout l'environnement hôpital qu'on sait être un peu anxiogène, et puis j'étais tellement shooté de médicaments que j'étais pas du tout au bon endroit. J'ai fait j'ai eu des hallucinations auditives, visuelles liées aux produits que je prenais, qui m'ont beaucoup perturbé, avec des vraies hallucinations extrêmement réelles. Et des syndromes de persécution, paranoïa. Je pensais que les aides-soignants, infirmiers en voulaient à ma vie. Enfin, c'était très violent, très perturbant. Cette proximité de la mort, en fait, je me rends compte beaucoup plus tard, quand justement je vais mieux, et que est passé le diagnostic de bah oui, il a passé l'accident, oui, il a passé les différentes opérations, oui, les jambes ont revascularisé, donc on n'aura pas besoin de l'amputer au genou sur les 2 jambes. Enfin, tout ça vient plus tard, tout ça. Et puis il y a un endroit, je te le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'actif, je vais vers l'avant, et puis donc là on rentre dans une période où il faut remarcher. Donc on est vers l'avant, on fait de la kiné, on transpire, mais il y a quelque chose qui va dans le sens du mieux aller. Et puis il y a cette espèce de conscience un peu naïve
quand je remarcherai, tout ira bien. En fait, c'est, une fois que c'est cicatrisé, on reprend une vie d'avant. Moi, c'est toujours ce que j'ai vécu dans les petits bobos que j'ai eus. On a mal ou et puis à un moment, les choses reprennent comme avant. Et le vrai coup de bambou arrive quand effectivement vous êtes debout, que vous marchez, que vous rentrez chez vous et que la vie a complètement changé et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et donc là, voilà, c'est là Alors, où est-ce que c'est la vie qui a changé ou c'est ton regard sur la vie qui a changé? la vie a changé. La vie a changé. Je peux pas marcher plus de 20 minutes. J'ai mal aux jambes en permanence. Je suis donc dans un état de faiblesse. Je me retrouve aussi chez moi dans un canapé à être très très dépendant parce que pendant aussi toute la période hôpital, on est dans une dépendance absolue. C'est-à-dire que j'allais dire j'ai subi, mais oui, je pense que c'est ça. J'ai subi la toilette. C'est-à-dire que quelqu'un me lavait tous les jours pendant 2 mois et demi. J'ai subi aussi tout ce qui va être tout ce qui est toilette, ça se fait au lit, dans des trucs en plastique, dans des. Enfin, il y a une espèce on devient subitement, ouais, complètement dépendant, avec cette question de où est passée mon humanité, à quoi voilà, où est-ce que est ma dignité, ma fierté, enfin beaucoup de choses. Et puis donc ça, on se dit bon, c'est l'hôpital, donc c'est normal. Mais quand on rentre chez soi et qu'il faut demander à ses enfants, qu'il faut demander à sa femme, qu'on met 20 minutes pour rejoindre sa chambre qui est à 10 mètres, il y a subitement un abîme qui s'ouvre en disant mais c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite? Est-ce que je vais pouvoir continuer à bosser? Est-ce que ma femme va continuer à m'aimer? Quel père je vais être pour mes enfants? Enfin, l'accident en fait en lui-même, je m'en sors très très bien. Mais tout ce que ça charriait autour, je me suis pris vraiment une énorme claque en sortant de l'hôpital. Donc on n'est plus dans ce cocon où on a le droit d'être malade, on a le droit d'être soutenu, on a le droit d'être dépendant. Puis quand on arrive chez soi, enfin ma représentation pour le coup, on n'a plus le droit. On doit être debout et puis il faut que ça avance, quoi. Et donc là il y a toute une partie qui est très 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 compliquée. Et je me souviens à ce moment-là avoir pris contact avec une psychologue que j'avais déjà vu, que je connaissais déjà, en lui disant je suis en train de complètement perdre pied, je suis à la maison, je suis debout, le boulot reprend, là j'étais sur une mise en scène de l'élixir d'amour, et je suis désespéré. Mais désespéré, c'est-à-dire que je suis en train de commencer à penser à comment on va s'arranger pour trouver un moyen avec Élise, ma femme, de se séparer pour pas qu'elle ne vive ça au quotidien, comment je vais vivre avec mes enfants, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et heureusement que je suis tombé sur elle, qui m'a dit ah ben non, c'est normal, vous êtes en syndrome de stress post-traumatique. Ok, donc expliquez-moi le syndrome de stress post-traumatique. Et donc elle m'a dit en fait, à votre niveau, vous avez vécu exactement la même chose que les gens qui ont subi les attentats au Bataclan. C'est-à-dire que vous avez subi la surprise du mal, vous avez subi donc une très grande violence, une très grande douleur, et vous avez côtoyé la mort. Donc elle m'explique que mon cerveau s'est déconnecté, et que donc il y a plein de choses que j'ai vécues sans du tout en être conscient, qui s'est ancré, et que là tout remonte, et l'inconscient en fait est dans un état de chaos, et elle me dit bon, on s'en occupe, et donc je l'ai vue quelques fois, et elle m'a reçu en séance d'hypnothérapie qui m'a effectivement complètement sorti de l'ornière. C'était de l'hypnose ou c'est et de l'EMDR aussi? Alors pas EMDR, j'ai fait que de l'hypnose ericksonienne avec elle, et effectivement ça m'a sorti de l'ornière. C'est incroyable la puissance, pour toutes les personnes qui souffrent leur choc post-traumatique, mais ça peut être aussi burn-out, c'est incroyable la puissance de l'hypnose. Moi, j'en ai fait moi-même, et dans mon entourage proche, il y a quelques personnes qui en ont déjà fait, et c'est bluffant. Ah oui, c'est pas du tout. Et puis c'est vrai qu'on a un peu l'idée de l'hypnose avec le pendule et vous devenez une poule pendant 3 secondes. C'est vraiment pas du tout ça qui se passe. Ah, moi j'ai fait Marié Carré, je comprends pas, non. Ah merde. Mais oui, moi bien sûr, je suis évidemment convaincu de. Alors encore faut-il tomber sur les bons praticiens, parce que je pense que ça c'est un vrai enjeu. Et comme dans plein de domaines un petit peu comme ça, un peu flous, il y a beaucoup de charlatanisme, on est bien d'accord. Quand je vais mieux, après avoir vu cette psy, je commence justement à me poser toutes ces questions sur la validité, sur
voilà, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? Enfin, pardon, un homme avec un grand H. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu touchy, les hommes, les femmes, tout ça. Oui. Pour moi, c'est vraiment, quand je dis homme, c'est humain, hein. C'est donc voilà, mais c'est peut-être plus simple, juste à l'oral. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme avec un grand H est un homme? Qu'est-ce qui fait qu'un humain est un humain? Et donc, la question sur l'invalidité, et sur donc la perception du monde. Et donc, il y a vraiment eu un travail, je dirais, artistique et un peu cathartique sur cette histoire de l'accident, comment l'accident modifie une trajectoire de vie, et surtout sur le non voulu. Enfin, on reviendra sur le non voulu, mais quelque chose, à un moment, je me dis, concrètement, il y a ce premier projet en mai 2016, donc cette création de la flûte, avec un accueil génial. Nous, on était au taquet, enfin, la production a été super, les retours ont été super, les partenaires ont été ravis de notre travail. 6 mois plus tard, littéralement, je me fais péter les jambes. Donc je réfléchis à ça en me disant alors évidemment, passer le truc de l'injustice, du scandale, il y a toute une période comme ça, hein, de très grande colère sur le fait que c'est injuste, que ça aurait pas dû être moi, que etc. Bon, blablabla. Ça fait partie du processus, je crois. Sorti de ça, on se dit ok, quelle est la logique de ça? Parce que j'ai quand même une conviction profonde que la vie est bien faite, vraiment, à tous les endroits. Donc ça veut dire que c'est quoi le signal? C'est quoi le message? Et puis de toute façon, sur un truc comme ça, aussi douloureux, aussi pénible, il faut donner du sens. Sinon, on plonge. Donc je me dis, ok, cet accident, on te pète les jambes. Qu'est-ce que t'en fais? C'est quoi c'est quoi la suite? Et en plus, je m'en sors très très bien. Aujourd'hui, je vis, je travaille, je pars en vacances, voilà, ma vie est super. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de chance. Malgré tout, je suis passé par un endroit où j'ai un peu touché du doigt ce que pouvait être l'invalidité et le handicap. Et donc à cet endroit-là, ça m'intéresse vraiment de m'interroger. Et c'est là où la compagnie prend un vrai virage de comment nous, artistes, on a une parole à avoir et une parole à donner sur la perception du monde. Oula, les grands mots, mais vraiment, c'est-à-dire que comment les artistes, on a un peu une acuité peut-être un peu particulière, une façon de voir le monde qui raconte d'autres choses que je dirais le pragmatisme. Et surtout, en termes de handicap, on est proche des handicapés en ce sens qu'on voit le monde différemment. Évidemment, tout le monde envisage que un aveugle perçoit le monde différemment puisqu'il ne le voit pas. Un sourd et aussi quelqu'un qui est en fauteuil, qui n'est jamais verticalisé, ne voit pas le monde du tout de la même façon. Je vous invite à passer 3 jours assis ou dans un fauteuil et de voir que on regarde tout le monde d'en dessous, par exemple. Et ça évidemment induit des rapports qui sont tout à fait étonnants. Et puis se balader en fauteuil roulant, ne serait-ce qu'une demi-journée dans un environnement urbain, vous vous rendez compte que c'est une sorte de parcours du combattant, avec des trottoirs qui sont pas droits, avec des trottoirs qui sont trop hauts, donc qu'on peut pas monter, avec tout un environnement urbain, par exemple des distributeurs d'argent qui sont pas accessibles parce que c'est trop haut. Il y a plein de petites choses comme ça qui, voilà, moi, m'ont emmené à des endroits finalement hyper intéressants, des choses que évidemment j'avais jamais vues, que la plupart d'entre nous on n'a jamais vu parce que pas expérimenté. Et donc je me dis voilà, on va nous travailler avec donc la compagnie Les Voix Élevées, on va vraiment travailler sur cette perception et sur comment l'art, en termes de vecteurs, de médias, peut être un moyen de discuter avec tout le monde. C'est-à-dire que le handicap, on a parlé d'handicap physique, mais aussi on a des handicaps sociaux, on a il y a plein de sortes de handicaps. Et puis ce handicap entraîne une fragilité un peu chez les gens. Et ces handicaps, moi, me touchent profondément. C'est-à-dire que je suis sincèrement touché, bouleversé par les gens qui sont fragiles. Donc j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé en hôpital psy, j'ai travaillé en centre social, j'ai travaillé avec des gamins en décrochage plus scolaire, des gamins en décrochage de vie. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient porteuses de handicap. Et cet endroit-là m'émeut parce qu'il y a une espèce de vérité, je sais pas comment dire. On peut rentrer en contact sans faux semblant ou sans codes sociaux parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Puis parce qu'on Et s'en fout. on se parle de cœur à cœur, quoi.
Ouais, Ouais, exactement. il y Il a y a pas cette d'ego au chose-là. milieu de tout ça, qui est là pour polluer la discussion. Absolument, absolument. Et puis d'autre part, sur un contenu artistique, on n'a pas besoin de présupposés, on n'a pas besoin de culture. Enfin, l'art est exactement cet endroit qui s'adresse à l'émotionnel. Donc ça veut dire que bah, je te fais entendre une musique, un extrait de quelque chose. Qu'est-ce qui résonne ou pas? Le but est pas de se dire la musique classique c'est formidable, on ne peut pas vivre sans musique classique, c'est faux. Mais se dire voilà moi mon cœur de métier, ce qui moi me met en mouvement, c'est entre autres la musique classique parce qu'il y a plein de choses qui me mettent en mouvement. Tout ce qui est beau en fait me mettent des paillettes dans les yeux. Mais donc c'est à dire que c'est un beau paysage, c'est un beau tableau, c'est un coucher de soleil, c'est bon la musique a une petite préférence parce que c'est mon cœur de métier. Mais tout ce qui est beau, vraiment, moi, me transporte, m'élève. Et donc, ça devient un endroit de rencontre. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait un atelier autour de Carmen avec des détenus. On se parle de qu'est-ce que vous raconte cette musique, de qu'est-ce que vous raconte cette histoire. Si je vous mets en scène sur un espèce de scénette théâtrale, qu'est-ce que ça provoque, et tout ça, moi, ça m'intéresse vachement sur l'humanité des gens. Euh, j'ai l'impression, et pour le coup, le Covid a vraiment stabilité, enfin surligné ça. On crève de pas prendre soin les uns des autres, en fait. Et ça, c'est mon comment dire, un peu j'allais dire ma devise, mais c'est très prétentieux. Euh, j'ai envie de prendre soin des gens par mon métier. Je suis pas thérapeute, je suis pas soignant, je suis pas, voilà, il s'agit pas d'être dans ce domaine-là, mais par le biais des ateliers, par le biais des spectacles, par le biais de ce qu'on peut offrir avec compagnie, euh, ouais, j'ai envie de prendre soin des gens. J'ai l'impression que oui, on crève de pas être pris dans les bras, même métaphoriquement parlant. On a besoin d'être les uns autour des autres, on a besoin d'être là les uns pour les autres, on a besoin de se marrer ensemble, on a besoin de boire un coup ensemble, on a besoin d'être ensemble. Et ça vient beaucoup de mon expérience d'hôpital avec cette dépendance. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je suis au point où ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis entièrement dépendant juste de l'équipe soignante, mais je me suis aussi rendu compte que j'étais ultra dépendant de ce que les gens m'apportaient en termes d'affection. Ça a été Ouais. incroyable. Incroyable, la force que j'ai pu tirer de l'affection que les gens m'ont apportée. Et à plein de niveaux, hein. C'est pas que les gens qui venaient passer 3 heures avec moi à l'hôpital ou au centre de rééduc. C'était un texto d'une connaissance de boulot, qui est pas quelqu'un de proche, et qui me disait j'ai appris courage. Et il y avait donc à plein d'endroits, les gens se sont manifestés, sont venus, ont envoyé des petits textos, des petites pensées, des petites machins de l'endroit où ils étaient. Et ça m'a soulevé. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai vraiment touché du doigt que la mort, c'est la solitude. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cet entourage familial, amical, ce tissu affectif, honnêtement, je m'en serais pas sorti, je pense. C'est trop dur. C'est trop dur. Et puis j'ai fait un rêve dont je me souviens aussi très bien. Un rêve qui était un peu plutôt un cauchemar au moment où ça allait pas super à l'hosto. J'ai fait ce rêve en fait que j'étais dans des ruines. Je devais être probablement dans un pays en guerre. Et j'étais dans une ville en ruine avec donc des bouts de murs, des choses. J'étais en danger, donc il fallait que je me cache. Et puis je voyais de temps en temps des silhouettes noires qui traversaient une rue, enfin, voilà, c'était voilà un truc. Il y avait du danger, le sentiment est du danger. Et puis en levant la tête, je vois une immense vague style tsunami qui arrive sur cette ville et avec ce sentiment de bon bah voilà, là maintenant c'est fini. Et puis toutes ces petites ombres noires, en fait, commencent à partir sur la périphérie de la ville et à monter les uns sur les autres et à créer une espèce de coupole au-dessus de cette ville en ruine. Et donc la vague arrive et cette coupole me protège et protège ma ville de cette vague qui aurait tout emporté quoi. Et je me suis réveillé le matin et j'en ai pleuré de bonheur en me disant mais putain Guillou,
voilà ce que c'est la vie. C'est que il y a un moment, on est dans ce groupe d'humains qui se connaissent très bien ou peu, qui sont des amis proches ou qui sont des connaissances de boulot, et que tous ces gens-là ont protégé ta ruine. C'est-à-dire la ruine, pour moi, c'est devenu mon corps, puis moi au milieu de ça, et ils se sont mis en coupole autour de toi pour te permettre de reconstruire. Et vraiment, le rêve était tellement fort que le matin, je me suis vraiment réveillé en pleurant, mais de joie. Ouais. Et à partir de là, il y a quelque chose d'indélébile sur le fait que si on est tout seul, on peut pas. Et donc, on a besoin des autres, et on a besoin que les autres prennent soin de nous pour nous, à un moment, prendre soin des autres. Il y a cette espèce d'aller-venu entre le je donne, je reçois, que j'ai pas inventé, hein, mon Dieu, mais qui est devenu palpable, en fait, Ouais. cette histoire de soin. Mais en fait, finalement, quand on traverse ce que tu as traversé, quand on traverse des accidents de la vie, il y a plein de choses où finalement, avec du recul, on se dit, mais ça, c'est du bon sens, ça, Ouais, on le exact, savait. Enfin, tu exact. vois, moi, je sais que avant mon burn-out, j'ai été à plusieurs enterrements de personnes de la génération de mes parents, mais même un petit peu plus jeunes. Mhm. Et, et ça m'avait fait énormément réfléchir en me disant, mais en fait, Mhm. c'est des personnes qui étaient parties quand même assez rapidement de cancer et tout. Et tu dis, bah ouais, ça peut vraiment Mhm. s'arrêter en Mhm. 6 mois. Exact. Et, et c'est des trucs finalement, mais tu sais que t'es mortel. Enfin voilà, Ouais, on le sait tous. Hein, si ouais, on le sait tous et on sait tous que ça va arriver un jour. ouais, Mais c'est des trucs où en effet, la vie est là pour te rappeler. Bah tiens, en fait, regarde ce truc-là. Tu le sais, mais voilà, ton corps entier le ressent et tu dis bah ouais, en fait, là maintenant vraiment, je vais me mettre en chemin. ouais, Je vais vivre les choses différemment. Je vais regarder la vie avec un autre regard parce que tu l'as expérimenté, quoi. ouais. Ouais, 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 non, c'est pardon, je fais des bruits là. Non, c'est bien ces petites musiques. Oui, C'est- oui, non, c'est tout, bah oui, j'ai rien à rajouter à ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, on prend conscience concrètement du jour au lendemain, ça peut être fini. Mm. Donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de pas dire aux gens qu'on les aime. On n'a pas le temps, enfin, tu vois, de se prendre la tête sur des histoires d'ego, de machin, tu vois, de mesquinerie. Et moi, la première claque, c'est donc mon père qui décède d'un cancer. Quand j'ai tu vois, entre 20 et 30 ans, je me souviens plus exactement, c'était 2003. Bon, bref, et donc il y a cette première chose de ah ok, d'accord, donc j'ai pas fait ma vie et tu pars déjà. Donc Ouais. il y a des trucs probablement que j'aurais bien voulu partager avec toi, mais bon, ça n'aura pas lieu. Et en même temps, on a eu vraiment sur la fin de vie de papa un échange extrêmement profond, justement à cet endroit-là de on n'a pas le temps de se faire chier, enfin tu vois. Et oui, on s'est pas compris, et oui, j'avais peut-être pas les moyens, et oui, machin. Mais en fait, on s'est dit énormément de choses en l'espace de 6 mois. Moi, j'ai euh, j'ai eu un père pendant 6 mois, et ça m'a suffi, je pense, pour ma vie. Parce que lui, il avait cette urgence de la mort, qui à un moment, effectivement, il a baissé la garde. Et tout ce que j'avais pas vécu avec lui jusqu'à ce moment-là, parce que oui, on devait être très différents en termes de tempérament, et puis bon, bref, on s'en fout, le problème est pas là, mais on s'est pas rencontrés, voilà. Jusqu'à ce moment-là où il y a l'urgence de la mort qui fait que on se dit des choses. C'est pas pour le coup, c'est pas si profond, mais c'est juste, on se dit qu'on s'aime, quoi. Voilà. Et que no matter what, il y a vraiment cette chose de ce qui nous unit en fait les uns aux autres, c'est ce lien affectif. J'ai du mal à employer amour parce que le mot est très galvaudé, mais en fait c'est quand même ça dont il s'agit. On aime ses amis, on aime ses enfants, on aime sa famille, on aime alors maladroitement, on aime sa famille ou ses amis avec beaucoup d'égoïsme parce qu'on est foutu comme ça aussi. Mais au final, il y a quand même ce lien ténu qui encore une fois moi m'a été révélé avec cet accident, qui est vital, Ouais. et qui nous ramène à du concret, qui nous ramène à qu'est-ce qui est important. Et justement en termes professionnels, enfin tout à l'heure hors enregistrement on parlait de la problématique burn-out. Je pense que il y a une chose à cet endroit-là qui est bon, aimer les autres c'est une chose, mais s'aimer soi-même d'abord. Mm. C'est-à-dire Ah, c'est clair. avoir une conscience de soi qui est j'ai aucune raison objective de me maltraiter.
Et quand on a un diagnostic vital engagé et quand on est effectivement quand on relève d'un accident, quand plein de choses, hein, tu parlais du deuil, tu parlais d'une séparation, enfin les accidents sont multiples hein, dans la vie, vraiment petits ou grands. Mais c'est à ces moments-là où on se dit bah ouais, j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps de m'acharner, j'ai pas le temps de faire fausse route. Ah, clairement, hein, l'amour de soi, enfin moi c'est quelque chose qui a été c'était 1 an après mon burn-out, Mmh. Mmh. où en gros j'étais dans une séance, c'était une sorte d'hypnose, et Ouais, là j'ai pris conscience en fait que la personne m'a dit: Charlotte, en gros dites-vous Charlotte je t'aime. Mais ouais, j'avais l'impression de dire, Arnaud je t'aime. Moi, ça ouais, fait, on passe un très bon moment, hein, ça fait ouais, 1 heure qu'on se parle, on s'était jamais parlé avant, donc ouais, je t'apprécie énormément. Mais ouais, bon, moi je me connaissais quand même depuis 37 ans, ouais, et je me suis rendu compte en fait que ouais, que je ne m'aimais pas. Et ouais. c'est là où j'ai compris que le fait de ne pas s'aimer, forcément, quand tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas. Enfin, quand tu ne te respectes pas, tu ne te fais pas respecter. Et ce qui fait que du coup, tu subis des situations, t'es pas Mmh. acteur, et tu laisses les autres faire des choses qui ne devraient pas te faire, Mmh. mais parce qu'en Mais fait, parce finalement, que tu le mérites. parce Je que veux dire, à voilà, partir du moment ouais. où tu t'aimes pas toi, pourquoi tu vois les autres t'aimeraient? C'est ça. Et Ouais, bien pourquoi sûr. les autres te respecteraient si Ouais, toi-même tu ne te respectes pas, quoi? Et bien sûr. c'est le vrai truc de d'être enfin voilà, que la victime a un rôle. Alors je sais que c'est Ouais, hyper difficile à entendre dans certaines situations, parce que ouais, il y a des situations où pour le coup c'est pas le cas. ouais. Mais il y a quand même, moi je vois en tout cas par rapport au travail, Mmh. moi ce que je me dis c'est que, alors j'ai pas été harcelée ou quoi que ce soit, Ouais, mais j'ai quand même vécu des trucs où je me dis: «OK, la personne on était 2 au même poste, enfin, moi c'est marketing et l'autre c'était commercial. On ouais, était les 2 au même poste, et pourquoi mon boss avait une façon de se comporter avec mon alter ego qui était pas du tout la même qu'avec moi?» ouais, Parce qu'en fait, l'autre, il lui disait: «Tu sais quoi? Tu vas te faire foutre. ouais. Je suis pas d'accord avec ce que tu me demandes.» Et moi, j'étais le bon petit soldat, et en fait, oui, clairement, Oui, tu l'as permis. Tu l'as permis. je l'ai autorisé, et à Absolument. partir du moment où tu autorises, voilà, hein. Absolument. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu dis parce il y a vraiment cette chose-là où on se dit, effectivement, on externalise la problématique. Alors oui, il y a des gens qui sont vraiment malveillants et qui sont, mais à un moment, c'est parce qu'effectivement, toi, quelque part, tu le mérites. Quelque part, enfin, tu vois, tu mérité qu'on te parle mal parce que tu t'estimes, toi, assez peu. Et je pense que c'est là où, parce qu'en fait, on est aussi dans un espèce de développement justement de l'amour de soi, du développement personnel, enfin de beaucoup beaucoup de choses qui à mon avis sont pas pris dans le bon sens, où en fait on colle des rustines sur un paquebot. Euh, et en termes d'amour de soi, c'est beaucoup plus profond que s'écouter, se faire des petits moments plaisir. Enfin, tu vois, c'est extrêmement C'est déjà difficile. savoir qui tu es, en fait, parce qu'en fait, L'amour, ouais. ouais, enfin, tu vois, c'est moi, c'est ce que enfin, on en a pas parlé du coup hors micro, mais Mhm, mhm. moi, je me suis rendu compte de tout ça. J'ai interviewé plus d'100aine de personnes, Ah et ouais, je me suis dit comment on fait pour que les gens sachent justement quelle est leur place, ouais, comment être bien et tout. Et donc j'ai créé une méthode qui est un bilan de compétences entre guillemets de nouvelle génération, qui part du principe que comment veux-tu trouver là où tu vas être bien si tu ne te connais pas. Et donc l'idée, c'est bien sûr. vraiment d'aider les personnes à sortir du brouillard pour aller vers la Ouais, lumière, et de se dire, mais pour vraiment que ça soit quelque chose de durable, et quelque chose qui soit vraiment sincère et ancré, c'est que du ouais, coup, c'est vraiment d'aller se découvrir à 360. Donc à la ouais. fois ses qualités, ses talents, mais aussi c'est C'est quoi pas ma fini. zone d'ombre, Bien sûr. c'est quoi mes défauts. Parce que si tu ne t'acceptes pas enfin, si tu t'acceptes que la partie cool, Ouais. en fait, forcément, tu vas être que sur une jambe, quoi. Et puis tu restes dans l'imaginaire, c'est qu'il y a rien de possible en fait. C'est C'est ça. cette problématique justement d'être dans l'imaginaire, tu vois. Et c'est un vrai sujet de gens qui sont dans leur tête, qui imaginent leur vie ou qui rêvent leur vie, mais Mm. qui rêvent ou qui imaginent aussi ce que les autres pensent, comment C'est les autres ça. vont réagir, comment on Ouais. n'est pas dans du concret et c'est mortifère.
Et c'est très désespérant au final, parce que c'est effectivement quand tu dis si tu t'acceptes pas, et pour le coup je pense vraiment que c'est le boulot d'une vie, hein. Moi je pense pas qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé pourtant et les coups que j'ai pris dans la gueule, où on m'a dit dis donc Guillou, on a réfléchi ou pas? En fait tu te dis bah oui, sur le moment on a réfléchi, on a pris des décisions et on y revient, mais en fait c'est le boulot d'une vie de trouver qui on est, à quel endroit, et puis on évolue. On Bien sûr. vieillit, on est sur des problématiques qui sont pas les mêmes, et puis plus on vieillit, enfin tu parles des centaines de gens que tu as interviewés, je trouve ça fascinant de se dire t'as accès à 100 expériences de gens qui t'ont Mm. raconté des choses. Moi je trouve Ah, ça génial, tu vois, et de pouvoir le partager après via ton podcast, je trouve ça super parce que c'est ça dont on a besoin. C'est pas qu'on nous dise ah oui moi ça y est j'ai réussi, je m'en suis sorti, j'ai une vie de rêve, ce qui serait plutôt les réseaux sociaux et qui à mon avis est une horreur. Mais on est sur des gens voilà qui ont vécu quelque chose. Il y a eu peut-être un virage un peu fondamental, mais derrière c'est des gens qui continuent à galérer comme toi et moi. Enfin tu Oui, vois. bah, de toute façon, moi, c'était un truc qui était hyper important pour moi en créant le Ouais, podcast. C'était ouais, justement de dire, parce que bon, quand j'ai eu l'idée du podcast, j'étais quand même pas non plus au sommet du tout. On peut le dire en termes d'estime de moi, on en était très loin. Et ouais, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse vraiment, parce que des témoignages de gens qui réussissent, on en voit partout. Mais ouais. moi, ce que je voulais voir, c'était vraiment la face cachée, les doutes, les peurs, parce que, Et encore faut-il, pardon, je t'interromps, mais ouais. encore faut-il définir réussite. Alors, on en parlera après. Ça fait partie. Ça, c'est une question. C'est une question. Mais je peux te la poser maintenant si tu veux. C'est une Ah bah question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour vas-y. toi la réussite? Ouais, alors pour moi, la réussite, c'est tellement bateau, mais pour moi, la réussite, c'est trouver cet endroit où tu es heureux et où tu rends les autres heureux. C'est ça pour moi la réussite. Ça n'a rien à voir avec un bon salaire, avec c'est alors oui hein, l'argent c'est super. Franchement, faut pas non plus tu vois virer dans le truc genre oui l'ascétisme. Enfin tu vois et genre je me nourris de pommes et de grillons. L'argent c'est bien, mais je pense que c'est pas ça qui fait la réussite. La réussite c'est peut-être parce que tu te sers de cet argent pour toi être au bon endroit pour pouvoir voilà être toi-même, être heureux et puis rendre heureux les autres. Parce que l'un va pas sans l'autre. On n'est pas heureux tout seul. Ça, moi, j'y crois pas une demi-seconde. Ouais. Si autour de toi les gens sont pas, enfin les gens que tu aimes sont pas heureux, sont pas, enfin comment tu peux l'être toi? En fait, c'est un vrai défi parce que là, on rentre dans un grand truc psychologique. Nous Bah sommes ouais. lundi matin, il est midi. C'est que, en fait, je pense que c'est un vrai enjeu dans la connaissance de soi, dans le développement personnel. Enfin, on appelle ça un peu Ouais. comme on veut. Ouais. C'est que, en gros, tu sais, voilà, hier j'étais ce week-end, j'étais à Rome. Et Wow. c'était génial et petite parenthèse, j'avais pas du tout organisé le week-end parce que c'était un week-end pour l'anniversaire de ma belle-mère Ouais. et ma belle famille n'est pas du tout catholique. Donc si tu veux, bon, évidemment, on allait aller à Saint-Pierre de Rome, mais bon, je suis la seule dans la famille du coup qui est vraiment sensibilisée à tout ça. Ouais. Et ma belle-sœur me dit ah bah attends regarde on peut si on va dimanche à midi bah il y a le pape qui fait une bénédiction. Et Mm. là on va voir le pape. Alors moi j'avais eu la chance de voir le pape quand j'avais 20 ans ou un Mhm. peu moins à Rome. À Rome c'était Jean-Paul II. Mais Mhm. quand il a commencé à parler, enfin j'ai senti mon mari me dit mais ça va, j'ai dit non mais là j'ai une énorme émotion. Enfin vraiment c'était un truc Ouais. hyper fort. Ouais. Et bon après même je me suis retrouvée sous la coupole à Saint-Pierre. Enfin, tu te dis mais que tu sois croyant ou pas, il y a un truc qui se passe dans cet endroit. C'est un truc, ouais, c'est un truc qui transcende un peu. Ouais. Et bon, petite parenthèse. Et du coup, on était dans l'avion. Et quand t'es dans l'avion, t'as toujours ce truc de, on te dit, bah mettez, enfin en gros, s'il y a un problème, tu mets ton masque à oxygène et après tu t'occupes des autres. Et Exact. sachant que bon bah moi j'étais avec mes enfants Mm. et au début, ce truc-là m'avait souvent interpellée en me disant mais Mm. attends, enfin tu dois prendre plutôt soin des autres d'abord, Mm. mais en fait je trouve que c'est une magnifique métaphore. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans le podcast, notamment avec Thomas Samut. C'est que le truc, c'est que comment veux-tu prendre soin des autres et faire en sorte que ton entourage soit bien si toi-même tu ne vas pas bien? Donc là, la métaphore de dire bah ok, t'auras plus d'oxygène, donc enfin mets-toi ton max à oxygène pour pouvoir aider les autres après, parce qu'en fait si t'as plus d'oxygène, tu vas pas pouvoir les aider quoi. Bien sûr.
bien sûr, mais c'est extraordinaire. Mais tu sais, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça. C'est l'espèce de formule un peu à Mmh. la con, pardon, mais en vrai, c'est tellement ça, quoi. Et puis, ça Mmh. assorti de la meilleure des meilleures, qui est la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, Chose enfin, tu vois, qui est des complètement espèces de oublié. vieux adages, enfin, tu vois, un peu old school, mais qui sont profondément vrais. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, si toi t'es pas nourri, si on va là-dedans, allons-y. Si t'es pas nourri par quelque chose qui est plus grand que toi, c'est compliqué, hein, Mmh. tu vois, d'être au service. Parce qu'à C'est un ça. moment, il faut effectivement, faut que cette humanité, enfin, tu vois, la chose qui nous lie les uns aux autres, effectivement, et que ce soit des gens que tu as rencontrés 2 heures en atelier, ou que ce soit des gens qui sont tes amis depuis 20 ans, comment tu fais pour les aimer avec toute l'imperfection que tu portes, s'il y a pas quelque chose de plus grand que toi, ou un dessin qui est plus grand que toi? Ouais. Donc il y a quelque chose, effectivement, on touche à quelque chose de spirituel. Peut-être pas religieux pour tout le monde, parce que c'est pas le cas, mais Mmh. de spirituel, oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui est au-delà de nous, hein, Ouais. Moi, je vois que et qui est enfin, magnifique. c'est ça, c'est qu'en fait après, bon, bah, voilà, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent enfin, il y en a Absolument, qui chacun appelle ça comme il veut absolument. et mais en effet, le fait qu'il y ait enfin, voilà, il se passe quelque chose alors, Ouais, voilà, chacun l'appelle comme il veut tout à fait, ouais. et on le respecte évidemment, mais Bien après c'est sûr. sûr que, ouais, il y a ce Mais petit bon. truc en plus, quoi. Ah bah, oui. Et depuis que, tu as eu ton accident, que Ouais. du coup, bah, tu as fait toute cette réflexion avec toi-même, est-ce que, par rapport à ton entourage, il y a des personnes qui ont disparu du coup de ta vie parce que, tu t'es dit que finalement, ils étaient plus alignés avec qui tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense qu'il y a des gens qui ont disparu au fur et à mesure de ma vie, même avant l'accident. Dans le sens où, en fait, il y a des gens avec qui, bah, tu vois, il y a eu un moment qui était super, qui était un vrai moment d'échange. Et puis, à un moment, bah, les vies se distendent, les choix font on se perd de vue. Moi, je crois pas à cette espèce d'attachement éternel, tu vois, enfin, pardon, d'attachement éternel avec tout le monde. Ouais, Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très profond et de très important avec quelqu'un que tu rencontres en soirée, un quart d'heure avec un petit verre. mmh, Tu vois, il y a des espèces d'épiphanies comme ça qui se passent avec des gens que tu rencontres très peu, et tu te rends compte que t'es exactement, enfin, tu parles le même langage au bout de 4 secondes, et t'échanges pendant un quart d'heure de choses extrêmement profondes, et puis tu le reverras jamais, ou tu la reverras jamais. Et puis il y a des gens qui te suivent pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, enfin, tu vois, qui sont il y a cette espèce de fantasme de quand on lie une relation d'amitié ou une relation affective avec quelqu'un, il faut que ça dure toute la vie. Ben, j'y crois pas, en fait. Je pense qu'il y a vraiment, moi, j'y crois beaucoup au moment de la rencontre et à l'efficacité de ce moment-là. Il y a un timing où tu ouais, rencontres des gens, et puis un mot, une réflexion, un truc, même anodin, te font prendre un virage. C'est assez étonnant. Et donc je pense que toute ma vie, il y a des gens effectivement qui sont entrés et qui sont sortis un peu sans heurts. J'ai j'ai pas de j'ai pas eu de conflit. Enfin, tu vois, il y a pas de gens que j'ai dégagés de ma vie avec ouais. pertes et fracas. Tant mieux, Pas hein. trop. Enfin, Mmh. si, il y a un cas qui me vient en tête Ouais. de vraiment de divergence à un moment absolu où tu te dis, ben ouais, donc je pense que ça sert à rien, on se fait du mal. Mmh. Donc cessons nos rapports, mais pas lié à l'accident. Au contraire, D'accord. il y a des gens, tu vois, qui sont réapparus au moment de l'accident, Ouais. et je me suis dit, bah, comment ça se fait qu'on s'est perdu de vue pour le coup, et en même temps, tu te dis, c'est des gens avec qui au bout de 4 secondes, bah, t'avais raccroché les wagons. Et puis, il y a aussi ces gens qui se manifestent pendant l'accident parce qu'ils se sentent un peu coupables de quelque chose, tu vois, Mmh. et qui en fait, bah, une fois que l'accident est terminé, bah, tu Et puis ça reste, rediverges parce que ouais. de fait, en fait, tu n'as plus grand chose à partager. Mais c'est ni en bien ni en mal. C'est pas les gens sont pas devenus cons ou sont pas mauvais, ou c'est on prend des voies différentes euh, qui fait qu'on a avec ces gens-là plus de choses à faire en commun. Ouais. Et du coup, professionnellement, là, depuis ton accident, Ouais, qu'est-ce que tu as changé? Parce que du coup, à l'époque, bon, ouais, t'étais chanteur d'opéra. Qu'est-ce que, ouais.
comment il s'est transformé ta vie? Alors, c'est pour ça que je te dis que la vie est bien faite. C'est que quand j'ai eu mon accident, je commençais déjà à changer un petit peu d'axe. Parce que j'avais déjà créé la compagnie en 2015. Je faisais de moins en moins de boulot de soliste pour, tu vois, me consacrer à la production des projets. Et donc arrive l'accident effectivement, qui m'empêche un petit peu en termes de mobilité et qui fait que le plateau c'était quand même très très compromis. Euh, et donc c'est là où je dis que la vie est bien faite. C'est pas l'accident qui a fait que j'ai arrêté de chanter. J'avais déjà commencé cette réflexion un an avant. Et l'accident arrive un peu à point nommé pour dire bah oui de fait tu vois c'est plus à Il n'y ta a plus le place. choix. Ouais. Et t'as eu d'autres séquelles du coup de cet accident? De cet accident, oui, j'ai perdu l'ouïe à droite. Mon oreille droite D'accord. ne fonctionne plus. Ce qui était du coup potentiellement embêtant aussi pour ton métier, j'imagine. Hyper angoissant, t'imagines? Ouais. C'est-à-dire que je me réveille à l'hôpital avec une oreille qui fonctionne plus. Je suis musicien. Et puis en fait, tu as le corps est une machine exceptionnelle. Tu adaptes. Alors la seule problématique que je garde aujourd'hui, c'est que comme j'ai rien du tout à l'oreille droite, j'ai pas de stéréo. Donc par Ouais. exemple, je suis dans un lieu, j'entends un son, mais je sais pas d'où il vient. Parce qu'en Ouais. fait, tu as besoin de la stéréo pour identifier la place du son. Donc voilà, tu vois, c'est le seul petit, la seule petite chose sur laquelle j'achoppe, c'est que j'ai du mal. Si mon portable, par exemple, sonne dans une pièce un peu grande, bah je l'entends sonner, mais je sais pas où il est. Ouais. Oui, après c'est aussi, T'adaptes, t'adaptes. j'imagine dans la vie sociale, c'est savoir se positionner au bon Mais endroit voilà, à un mais dîner, des exactement. choses Et comme puis les ça. gens Ouais. le savent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens le savent, se mettent à ma gauche, un peu instinctivement. Enfin, C'est ça. quand je suis au resto, puis je le dis. Donc ça veut dire que je prends une place sur laquelle je peux vraiment, tu vois, entendre tout le monde. Et puis ça m'a pas empêché de chanter en fait. Je continue à faire des petits concerts ou des choses qui me plaisent sur le plan, tu vois, juste pratique vocale. Ouais. Ça m'empêche absolument pas de chanter, puisqu'en fait c'est des sensations internes quand t'es chanteur. Enfin, tu vois, il y a l'oreille interne fonctionne très bien, et Mhm. donc je me raccroche à mes sensations internes. Et puis il y a quelques, tu vois, personnes, pianistes ou chefs en qui j'avais confiance et à qui j'ai dit bon bah vous me dites quoi, soit c'est vraiment pourri, je chante faux ou j'entends pas ce que je fais et dans ce cas-là on arrête, soit ça fonctionne. Et en fait ils m'ont dit bah on y a aucune différence. D'accord, ouais, top. Donc voilà, c'est tout. Donc je garde un peu oui des jambes en carton et puis et une oreille en moins. Et donc du coup, ouais, professionnellement maintenant, donc tu avais commencé donc à lancer ta compagnie. Qu'est-ce Ouais. que t'as initié? Enfin, quand on se balade sur ton profil LinkedIn, on voit une explosion de nombre de projets. Ouais. Ouais. Après donc la compagnie en fait on est effectivement on est à majoritairement à deux endroits deux endroits complémentaires. On est donc sur de la production de spectacles qui ont pour cœur l'art lyrique, donc la voix lyrique, mais sur lesquels en fait on essaye d'utiliser plein d'autres angles d'attaque, donc du clown, de la danse, du théâtre, pour justement un peu désacraliser cette forme qui fait un peu peur, dans laquelle on se sent pas légitime pour plein de raisons diverses et variées. Mais la voix, pour moi, est un endroit tellement sacré, et littéralement sacré, hein, dans le sens où on se rend compte que toutes les civilisations et à tous les endroits du globe, dès qu'il y a un peu une cérémonie, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu comme ça solennel, on a utilisé le chant hein, très très vite. Le chant seul ou le chant à plusieurs, et il y a quelque chose dans la puissance de cette manifestation de la voix qui m'intéresse vachement. Et puis la voix est une carte d'identité aussi importante qu'une empreinte digitale. La voix raconte beaucoup de choses. La voix raconte l'intériorité, la voix raconte l'intimité, tout ça. Bon, donc ça c'est mon objet. Et donc nos spectacles, avec ces angles d'attaque différents qui sont, je disais, le théâtre, l'art plastique, la danse, nous permettent de créer autour de la production artistique professionnelle des ateliers avec des gens qui ont envie sur le principe de bah voilà ce que nous on a fait pour le spectacle. Voilà quel est notre matériel qu'on essaie de mettre à disposition dans des ateliers pour vous convier à cette même réflexion.
j'hésite et j'évite de dire le même travail parce que nous, c'est notre expertise. On a, dans la compagnie, enfin, les gens qui bossent avec moi, on a 10, 15 ans d'études qui fait qu'aujourd'hui, on a une expertise dans un domaine. Mais cela ne nous empêche pas d'aller rencontrer des publics complètement néophytes et en leur disant, bah, voilà quelle est notre réflexion par rapport à une musique. Comment ça vous met en mouvement. Donc, exemple, là, le dernier spectacle de la compagnie est un spectacle qui part du personnage de Séraphine de Senlis, qui est une peintre du début du XXe siècle, qui était malade, elle était psychotique, et nous on s'est posé la question de savoir à quel endroit sa maladie devenait une valeur ajoutée dans sa perception et sa retransmission du monde. Donc des couleurs, pour elle, les sons avaient une couleur, avaient un goût, enfin voilà. Donc on a fait un spectacle là-dessus, et on va convier des gens en atelier autour de ce spectacle-là, qui sera un peu le point d'orgue justement de notre rencontre, en leur disant, bah voilà, pour vous, quelle est l'odeur du violet? Pour vous, quel va être le goût du rouge? Pour vous, si la tristesse avait une couleur, quelle serait-elle? Et en fait, on s'interroge comme ça, les uns avec les autres, vraiment à l'instar de ce qu'on a fait sur le plateau. Et puis ça donne une production, ça donne un poème, ça donne une production plastique, en disant, bah, écoutez ce morceau de musique, pour vous, quelle couleur c'est? Et donc, on choisit une couleur et on commence à dessiner avec une couleur, quel que soit le niveau de dessin d'ailleurs. Et toute cette rencontre-là et ce travail, malgré tout, avec donc ces publics différents, font que quand ils viennent au spectacle, ils ont une approche de la démarche artistique de l'intérieur. Parce qu'ils vont retrouver à des moments dans le spectacle des images du travail que eux-mêmes ont produit. Et ça crée des choses exceptionnelles en termes de relations humaines. Ah, c'est top. Ouais, vous prenez vraiment un prisme différent pour faire ressortir des nouvelles choses. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, et puis encore une fois, avec cette idée de rencontre. Moi, je suis préoccupé et un peu choqué par comment dire? Clivage, c'est un mot qu'on utilise trop, mais c'est pas ça, mais c'est la, j'ai l'impression qu'on crée des groupes, on crée un peu des groupes Facebook, mais dans la vie. C'est-à-dire qu'on a le groupe des gens qui aiment l'opéra, on a le groupe des gens qui aiment le rap, on a Alors, mais dans des le cases. groupe de Paris Ouest, on a le groupe des minorités, et en fait, à un moment, chaque groupe n'a pour raison de taper sur l'autre que son appartenance à un groupe précis. Et moi, ça m'inquiète en fait cette chose, et je trouve que c'est très triste et très désespérant. Et c'est pas parce que effectivement on est d'extraction sociale différente, de culture différente, de couleur de peau différente, d'identité sexuelle différente, que à un moment on n'a pas le droit de se parler les uns aux autres. Ouais. On a le droit d'avoir des opinions qui sont pas les mêmes, mais à un endroit on est quand même de la même espèce et on devrait pouvoir trouver un consensus qui nous aide à nous raconter les uns aux autres. Et l'art à cet endroit-là, c'est magique puisqu'on est sur du ressenti. Donc on s'en fout complètement de savoir d'où tu viens, de savoir tu vas nous raconter qui tu es par le biais d'un atelier de danse, d'art plastique, de musique, voilà. Et là se créent effectivement des relations hyper belles avec des gens que, en vrai, on n'aurait jamais rencontrés. Parce qu'on en a peur, parce qu'on pense qu'on se comprendra pas, parce que qu'on la juge. Mais voilà, ils vont nous prendre pour des trous du cul snobinards qui faisons de la musique classique, et puis eux ils pensent qu'on les prend pour des nazes parce qu'ils habitent en milieu rural, etc. Ce qui est parfaitement faux. Ouais. Et se créer des choses extraordinaires. Et pour nous, artistes pros, de travailler avec des gens qui sont totalement néophytes, ça décrasse un peu notre pratique aussi, ça nous pose d'autres questions, et puis il y a des fulgurances géniales. J'ai travaillé autour de la flûte enchantée avec un groupe de femmes qui étaient arabes et kabyles, et donc qui étaient dans une association qui leur apprenait le français. Et donc on a fait un atelier d'écriture avec elles, et elles étaient formidables. Elles me disent, mais vous savez Arnaud, nous l'opéra, alors non seulement ça nous dit rien, mais on n'aime pas trop ça. Et j'ai dit, mais super, je m'en fous. Par contre, quand vous entendez cette musique, quelles sont les images qui vous viennent et à quoi on va s'accrocher pour écrire notre histoire? Et en fait, donc on a entendu des extraits de l'opéra, et ce qui les a vachement interpellés, c'est cette relation mère-fille entre la Reine de la Nuit et Pamina, et donc avec elle on a écrit.
autour d'une relation mère-fille, un peu avec le prisme de la musique de Mozart. Et c'était fabuleux de voir à quel point, n'aimant pas, entre guillemets, et ne se sentant pas concernées, entre guillemets, par l'opéra, à l'écoute, elles ont exactement compris quels étaient les enjeux entre cette femme et sa fille. Parce que la musique raconte à tout le monde les émotions, le conflit, les enjeux, et donc on avait écrit un petit texte après sur cette relation mère-fille, et qui en plus était immédiatement poétique, parce que n'ayant pas le vocabulaire, tout passait par des périphrases. Donc à un moment, je me souviens, il y avait une des participantes qui voulait dire blême. Elle avait le teint blême. Et évidemment, blême, elle l'avait pas. Et donc c'est passé par cette femme avec un teint de pomme de terre. Bon ben voilà, magique. On est dans de la poésie en fait immédiatement, quoi. Ouais. Voilà. Et ces expériences-là, voilà, moi me nourrissent, mais alors à un point, tu peux pas t'imaginer, quoi. Ouais. Et comment aujourd'hui tu écoutes ton intuition? À fond. Ouais, j'écoute beaucoup mon intuition. Alors je me plante de temps en temps parce que je résiste. Enfin, tu vois, on ne suit pas son intention pour des mauvaises raisons de temps en temps. Et j'ai une intuition, je pense, qui marche assez bien. Et je me rends compte, enfin, on se dit ça avec ma femme assez régulièrement. Et voilà, on le savait. Enfin, tu vois, t'as un projet qui commence ou un premier rencontre avec des partenaires, et puis tout est au rouge. Enfin, tu vois, toutes les lumières sont au rouge, en te disant, oh punaise, ça va être, tu vois, ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va. Mais je sais pas pour quelle raison, parce que c'est bien pour une histoire de visibilité, parce que machin, tu te dis, bon bah on y va. Et en fait, de fait, le projet se révèle compliqué et puis pénible. Mais après, non, je pense que j'écoute beaucoup mon intuition maintenant, beaucoup plus. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, et j'arrête pas de me répéter, mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de me lancer dans des trucs qui n'ont pas de sens. Donc en fait, je suis mon intuition. Comment tu célèbres tes réussites? Alors waouh, point hyper touchy. Comment je célèbre mes réussites? C'est forcément en équipe. C'est forcément en équipe, parce que encore une fois, je peux pas être joyeux tout seul. Donc quand je dis équipe, c'est soit avec mes équipes de boulot, soit avec ma famille, soit avec mes amis. Mais c'est en équipe, c'est ensemble. Et c'est souvent avec une bonne bouffe, en vrai. J'adore manger. Et tu vois, vraiment, pour moi, la réussite, c'est le moment convivial où on est heureux ensemble. C'est ça, une réussite. Donc, alors, une réussite de spectacle qui a bien marché, ou un projet qui a bien tourné, ou enfin, tu vois, ou un contrat juteux, ça se célèbre autour d'une bonne table, avec éventuellement même une bonne bouteille, avec modération. Évidemment. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Ah bah justement, ce boulot de metteur en scène, où j'ai été chanteur quand je suis chanteur lyrique, j'ai tout le pédigré, enfin tu vois, l'estampille CNSM de Paris, enfin tu vois, qui aurait dû me rendre légitime, et puis en fait je me suis jamais trop formulé comme ça. J'avais toujours un endroit où je me disais oui, mais non, mais il y a plein de gens vachement meilleurs que toi, qui ont des vachement plus beaux timbres, qui brûlent les planches, qui là. Et puis donc quand j'ai monté la compagnie et que je me suis auto-proclamé metteur en scène, parce que hors l'expérience que j'avais des plateaux quand même, enfin tu vois, et des mises en scène avec des gens extrêmement talentueux, et puis des gens aussi très très mauvais et qui t'apprennent en contre des choses justement qui marchent pas. À part cette expérience-là, grosso modo, j'ai pas été formé à la mise en scène. Et pourtant, à un moment, tu te dis pourquoi pas toi? Et puis première expérience, deuxième expérience. Non seulement tu te dis ouais, ça fonctionne, et puis t'es heureux. Enfin, c'est l'endroit où je suis à ma place, et puis à partir de là, tout est ok. C'est-à-dire que j'ai pas à prouver à qui que ce soit que je suis légitime en tant que. Je suis à ma place. Alors après, vous aimez pas, c'est tout à fait un autre débat. Mais il n'y a pas du tout de remise en question sur le fait que mon boulot aujourd'hui de metteur en scène et de médiateur culturel, je suis à ma place d'artiste. C'est-à-dire que quand j'ai été chanteur lyrique et que j'étais sur des scènes d'opéra, j'étais déjà entre guillemets artiste, mais c'était pas ma place à moi, ma place d'artiste à moi, ma place sociétale, qui fait que mon rôle et mon métier d'artiste a du sens dans la société dans laquelle je vis, c'est à cet endroit-là, en mise en scène et en atelier, en animation d'atelier culturel. Très clair.
C'est amusant parce que c'est drôle, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte là dans la dernière année par rapport à trouver sa place et compagnie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux avoir deux personnes qui ont exactement le même métier. Donc en l'occurrence, deux chanteurs d'opéra. Je pense à toi évidemment et aussi à Vincent Karch que j'avais interviewé. Je sais pas si tu le connais, Vincent? Vincent. Oui, Vincent Karch. Non, je connais pas. Et Vincent, bon, lui, il a eu une histoire très particulière aussi. Bon, il a été garde forestier. Il a découvert à, je sais plus, genre à 25 ans qu'il avait une voix de ténor et du Ah, coup, il est devenu chanteur lyrique. Il a eu, en fait, il était, enfin, ça allait pas dans sa tête ouais. et du coup, il s'est effondré sur scène et il a perdu la voix, ce qui est plutôt Oh la embêtant. vache! Ouais. Et descente aux enfers, Oh, il a failli se retrouver à la rue et tout. Il part faire un voyage initiatique au Canada, dans une tribu amérindienne. ouais. Et aujourd'hui, il est toujours bon. Enfin, il donne plus en spectacle à l'opéra, mais il a créé les randonnées lyriques. Ouais. Et du coup, l'idée c'est de se balader dans la forêt, de chanter et de faire des câlins aux arbres et en fait, il a réadapté la sylvothérapie avec lui, tout son sens et tout. Ouais. Et et c'est génial de voir que d'un même métier, Ouais. enfin chacun va avoir un sens différent et ce qui va avoir du sens pour toi va pas être la même chose que pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, Et, heureusement. euh, et heureusement, clairement, Ouais, et ce heureusement, qui ouais. va avoir du sens aura forcément un impact positif sur les autres. Et ouais, c'est chouette de voir de voir ça. Mais c'est Pareil, ouais, pardon. vas-y, C'est là où je te disais, enfin, tu vois, le côté sacré du chant, quoi. c'est ça. Il y a un truc enfin, après qu'on le verbalise ou pas, enfin, tu vois, grosso modo, Mm, on s'en fout un peu, mais c'est de fait. De bien fait, sûr. il y a un truc sacré dans le chant tu vois, le nombre de gens qui te disent, ah, moi, chanter, ça me fait du bien. Mm. Interroge-toi sur Ah, mais clairement. qu'est-ce qui te fait du bien, Ouais. sur le fait de, tu vois, d'extérioriser, de faire du son, tu vois, il y a Ouais, toute une d'avoir la résonance dans façon, ton corps qui bien fait sûr, finalement une bien espèce de sûr, massage interne. Moi, je vois, tu vois, bien sûr, j'ai absolument. deux enfants et pour mon premier enfant, j'ai accouché en chantant. Ouais. Et alors bon, j'ai accouché je sais plus ce que j'écoutais comme musique, mais Mm. j'avais dû mettre un truc genre Love Actually, enfin un truc Ouais, ouais. un peu smooth. Pour ma fille, donc là j'étais sous péridurale, donc j'ai vraiment chanté. Ouais. Et pour ma fille, je m'étais dit ah tiens, je m'étais renseignée pour faire Du chant de prénatal. la préparation du chant prénatal. Ah, génial. Bon, j'ai beaucoup travaillé pendant pendant cette période où j'étais enceinte et du coup Ouais. j'avais fait un cours, mais j'avais adoré et bon, j'ai accouché sans péridurale, donc j'étais pas dans le chant. Là, c'était pas l'idée, mais j'ai fait les A parce que le A Ouais. ouvre le bassin Ouais. et si tu veux, oui, enfin, c'était un moment, j'ai cru que j'allais mourir en accouchant, vraiment, littéralement, mais Le plus beau jour de ma vie. voilà, c'est ça. Mais en vrai, si tu veux, le fait d'avoir, enfin, là, c'était pas du chant, c'était plutôt faire du son Oui, que du chanter. son, juste le son, ouais. Et ben, ça m'a vraiment permis de m'appuyer sur un truc. Enfin, j'avais pas, je sentais pas autre chose comme besoin, tu vois, Ouais, primaire. ouais, La sage-femme, à un moment, elle me dit, je lui dis, mais là, j'en peux plus, je vais mourir. Elle me dit, non, ouais, vous allez voir, vous allez retrouver de la ressource et tout. ouais, Et vraiment, là, t'as vraiment le côté primitif de la femme qui accouche. ouais. Sans le chant, sans le son, je l'aurais pas vécu pareil, quoi. Probablement. Mais tu Ouais, sais, la jeunesse du chant, c'est quand même le cri, hein. c'est ça. Enfin, tu vois, un nourrisson, justement, qui sort du ventre de sa mère et ce premier vagissement, enfin, tu vois, Mm, on est exactement sur une technique lyrique. c'est ça. C'est impressionnant. Enfin, tu vois, comme Mm. les bébés, en fait, ils ont tout compris, hein. Et puis après, on construit différemment sa voix, parce que voilà, l'appareil phonatoire se construit aussi selon ta langue, selon tu vois, ton milieu. Mais au début, le bébé, et jusqu'à assez tard, a vraiment une technique lyrique, c'est-à-dire respiration abdominale, de gestion de la pression sous- et subglottique, et tu fais du son. Mon Dieu, c'est efficace. C'est clair. Tu On vois. les entend, hein. Voilà. Et donc, il n'est pas question justement ni de, tu vois, là pour le coup de musique, mais de geste vocal. C'est très impressionnant. Et ça, c'est vachement intéressant, juste de l'avoir dans un coin de sa tête quand tu fais du chant lyrique. Ouais. Cette chose où effectivement t'es pas sonorisé et enfin tu vois, il faut trouver un son efficace et qui raconte
justement l'histoire, quoi. C'est Là, génial. Ça je fait du... lisais un livre la semaine dernière qui s'appelle L'équilibre naturel du zèbre. Ouais, Et l'idée, c'est en gros, bon, il y a plein de techniques et tout de développement personnel dans ce livre. Et ouais, notamment, elle disait, passez juste, allez, 2 minutes à faire des ouais. et vous verrez comme vous sentirez mieux, quoi. Et je me suis dit, allez, tiens, même si au yoga on le fait de temps en temps, je me suis dit, Ouais, allez, je vais le faire. Et c'est ouais. vrai que c'est incroyable, quoi. Ben oui. Et tu vois, encore une fois, c'est pas lié à des géographies ou à des civilisations particulières. Les mantras sur les hommes, par exemple, enfin, tu vois, Ouais, c'est déjà ça. Les psalmodies dans le milieu catho, c'est déjà ça. Enfin, tu vois, on est sur une espèce de chose qui fait du bien, c'est ça. tu vois, qui emmène ailleurs, en fait, qui focus l'esprit sur quelque chose d'autre, sur une Exactement. vibration, après, il y a Ouais, plein de choses très différentes. Puis il y a aussi beaucoup de charlatanerie aussi à cet endroit-là, parce que c'est juteux, hein. ouais, Le fait de dire on va se développer en faisant des bon bah ok, mais après derrière il faut avoir du contenu, parce que ouais. sinon tu peux tout à fait être sur un truc qui ressemble à du gouroutisme si le mot existe, ou à tu vois, de la sectarisation, quoi. Bien sûr, Mais ouais. par contre c'est réel, il y a vraiment Ouais. au départ une intuition qui est tout à fait réelle sur la puissance du son. La psychophonie par exemple, aujourd'hui c'est tout à fait avéré. Enfin, tu vois, j'ai rencontré une ostéo qui bosse beaucoup sur justement sur le son, sur la voix, avec les sages-femmes qu'elle forme, Ouais. et puis avec les mamans qu'elle suit dans les grossesses, sur justement le chant prénatal, sur, tu vois, tous les bienfaits de ces trucs-là, qui sont comme ça un petit peu, peuvent avoir l'air un peu fumeux et qui le sont, mais pas Ah, du pas tout. du tout. Ah bah Pas non, du tout. pour l'avoir Ouais, expérimenté, ouais, ouais. pas du tout, quoi. Ouais, pas Ouais. du tout, quoi. Mm, mm. Qu'est-ce que tu penses que le petit Arnaud de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Bien joué. Waouh, je pense qu'il serait content. Je le vois très heureux de voir ce que le Arnaud de 45 ans est devenu, avec un parcours qui a pas été si simple à plein d'endroits. Et aujourd'hui, ouais, il dirait bien joué. Tu t'en es quand même bien sorti. C'est chouette de te voir là, accompagné d'une femme qui est juste un miracle, des enfants qui sont top. Enfin, j'ai la chance d'avoir des ados qui sont top, d'avoir un métier qui me passionne, d'avoir des amis que je chéris, tu vois, du plus profond de mon cœur, et puis de me dire que c'est pas fini. Mais ouais, je pense qu'il serait vraiment profondément heureux de voir que j'ai pas perdu justement cette joie que j'avais à 6 ans, euh, qui est un peu le fil rouge de ma vie, cette propension à tirer le plaisir des choses. Cet enfant de 6 ans était déjà un jouisseur. À 45 ans, il est toujours jouisseur. Donc je me suis pas perdu, je crois. Enfin pas je crois, j'en suis convaincu. Je me suis pas perdu. Et je pense que pour lui, il doit y avoir un truc ouais, de fierté. Je pense qu'il est fier de voir ce qu'est devenu cette grande saucisse de 45 ans. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Oh la vache, les questions, t'es trash. Euh... je sais pas si c'est hyper intime. Oui, tu vois, cette fameuse phrase choisir c'est renoncer. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que c'est un peu du prêt-à-penser pour moi, le choisir c'est renoncer. Moi, je le formulerais différemment. En fait, je dirais choisir c'est être dans le vrai. Donc tu renonces à rien qui aurait été mieux. C'est clair ou pas? Ouais, j'adore. Ouais. Je pense que c'est pas. Alors oui, après dans les petites choses, oui, t'as des petites contrariétés, des petits trucs. Enfin, tu vois, où effectivement tu choisis de ne pas partir en vacances parce que t'as du boulot. Enfin bon, voilà, tu renonces à des vacances pour du boulot, mais bon, ça, je trouve que c'est un peu anecdotique. Mais dans vraiment le sens profond des choix de vie, à un moment tu fais. Enfin, il y a pas vraiment de choix. Il y a un consentement en fait plutôt qu'un choix. C'est que tu consens à aller à cet endroit-là et que donc c'est la meilleure option. Et que donc, bah, il n'y a pas de choix. Ah, pardon, c'est mon chat. Casse-toi. Je- Putain, je dis des trucs hyper intéressants et tu viens faire le où, toi? C'est clair ou c'est complètement Ah ouais, c'est fou? super Ah, clair. c'est Ah clair. non, non, mais ça, c'est pas du tout fumeux, c'est très clair. D'accord. Donc C'est voilà. top. C'est quoi la plus grande difficulté? Bon, je pense tu nous l'as raconté, mais bon, peut-être que non, parce que parfois, je suis parfois surprise par la réponse de mes invités à cette Ouais. question. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Bah si, je pense que c'est quand même l'accident. J'ai rarement été aussi mal que pendant cette période-là. T'as des moments, enfin, tu vois, qui sont un peu difficiles. Il y a un moment, enfin, quand j'ai pris la décision de, tu vois, de quitter le milieu chanteur pour monter ma compagnie et d'être metteur en scène, qui a été un peu vertigineux, parce qu'il y a quand même cette question du tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pour rien, j'ai perdu du temps, j'ai nanana, enfin, et où il y a un peu un pas dans le vide, mais au final, très rapidement, tu te dis bon bah non, en fait, t'es un abruti. Tout ce que t'as fait jusqu'à présent a juste préparé l'endroit où t'es aujourd'hui. Donc c'est en bien et en mal d'ailleurs. Hein. C'est pas juste tout est pas en ascension permanente. Même les mauvaises options, les mauvais choix, si tant est que ce sont des mauvais choix, une fois de plus, euh, contribuent à ce que tu es, enfin ce que tu es aujourd'hui, quoi. Donc, je pense que oui, la période la plus pénible a été mon accident, parce que physiquement, j'ai beaucoup souffert. C'est-à-dire que ça y est, la case souffrance, ça j'ai coché. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, voilà, la douleur physique, bon, bah, voilà, je connais. Ça, je peux vraiment en parler. Et puis la douleur morale, vraiment. Il y a vraiment un moment où j'ai complètement perdu les pédales, quoi. Et c'est très angoissant. C'est très angoissant parce que subitement, ton futur se brouille. Et cette fameuse joie, enfin, tu vois, c'est le seul moment où je crois que je l'ai un peu perdu, en me disant c'est la merde, tu vas perdre ta femme, tes enfants, ton job, enfin c'est quoi la suite, quoi. Et Ouais, oui, c'était quoi, du coup, tes peurs derrière ça? je crois que ma première peur c'était perdre ma femme, de lui imposer un, tu vois, un légume qui a plus de jus, qui a plus envie de rien, qui est c'est de lui imposer cette vie là, enfin tu vois, ça me rendait extrêmement douloureux. Et à un moment c'était une chose, je pouvais pas l'évoquer sans fondre en larmes, en fait, voilà, de perdre ce partenariat, parce que ma femme c'est ma femme, mais c'est ma meilleure amie, c'est mon coach, c'est voilà, c'est on est une équipe du feu de Dieu. Et je me dis, perdre ça, ça aurait été vraiment chaud. Après, tu vois, on sait jamais, hein, c'est toujours des projections, parce que je pense à une amie chanteuse qui a perdu son mari d'une tumeur cérébrale. Et en fait, bah, la vie avance, on rebondit. Le décès de son mari ça va être horrible, hein, ce que je vais dire, mais a quand même porté des fruits malgré tout. Ah, Et mais c'est ce qu'on appelle la logothérapie, hein, c'est de ouais, dire que dans n'importe quelle épreuve, qui ouais, soit le décès d'une personne que tu aimes ouais, le plus au monde, ouais. tu peux en retirer du positif, parce que Mm, tu vas voir la vie d'une façon différente. mm, mm, Enfin, mm, mm, mm. voilà, c'est Mais il y une a des gens, approche. tu vois, je pense que, enfin, il y a peut-être des gens qui écouteront ce podcast et qui seront trop près du décès Oui, c'est ça, pour c'est qu'en l'entendre. effet, Et ouais. peut-être que ça va, tu vois, ça va les choquer, ça veut dire, bah, enfin, de quoi ils parlent, quoi. Mais et voilà. Bah, là, il y a un exemple, hein, alors je sais plus son prénom, c'est Frankel, l'initiateur de la logothérapie, Mhm. et il prend l'exemple en fait d'un homme qui a perdu sa femme, qui va le voir et qui lui dit donc il lui dit voilà, vous pouvez tirer du positif de ça. Et donc moi, évidemment le mec il dit non, enfin là vraiment je vois pas. Ouais. Et finalement ce qu'il arrive à faire ressortir de cet homme, c'est de lui dire écoutez, aujourd'hui, vous voyez la vie, enfin, vous avez une valeur de la vie, vous vous rendez compte que la vie peut pas disparaître du jour au lendemain, Ouais. et que là, vous avez une envie de vivre qui est beaucoup plus forte qu'avant le décès de votre femme. Et donc, mobilisez votre énergie sur le fait d'avoir envie de vivre des choses et votre vie. Mhm. Et donc, finalement, évidemment que là, le décès de ta femme, c'est atroce, et il y a même pas besoin d'en parler. Mhm. Mais c'est se dire, voilà, ce que vous allez en retirer de positif, c'est que vous allez retrouver une énergie vitale que Mhm. vous aviez potentiellement perdue. Mhm. Mais il faut du temps. Tu vois, Ah oui, non, ça cette évidemment, notion de timing, je pense que on est quand bien t'as le d'accord. nez dans le guidon, enfin, tu vois, c'est des discours que tu peux pas entendre, quoi. C'est ça. Tu vois, le truc des Américains qui est insupportable, c'est It's gonna be okay. Tu vois, non, 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 c'est Non, la c'est merde, OK. c'est juste la Ouais. merde. Donc ferme ta Ouais. gueule, en fait. Pardon, faudra Ouais. couper ça. Mais, Non, non, c'est mais tu non, vois, mais c'est sûr, évidemment, de toute façon, il y a c'est des moments, enfin, insupportable, parce que il y a un moment pour tout, en fait. Il y a le ouais, moment, vraiment heu, insupportable les donneurs de conseils. Enfin, tu vois, quand t'es au fond du trou et qu'on te dit ça va aller. Sincèrement, je pense que tu vois, il y a cette hauteur prise par rapport à la situation qui fait que les gens voudraient te rassurer et te dire que oui, ça va aller, qu'on va s'en sortir. Mais il y a un moment où tu peux pas l'entendre, tu où peux pas tu veux l'entendre, ouais, pas c'est ça. l'entendre. Mmh. Et puis tu veux pas l'entendre parce que ça veut dire que tu nies aussi l'accident, la souffrance, la personne. Mmh. Enfin, tu vois, il y a aussi un moment, le deuil, c'est compliqué parce qu'effectivement, il faut s'autoriser à aller bien
malgré tu vois, la perte d'un conjoint ou d'un enfant, mon Dieu, Ouais, d'un enfant. ouais. Comment tu survis au décès d'un enfant, tu vois? Donc tout ça, voilà, moi, ma peur, en fait, tu vois, c'était, alors, on est dans l'imaginaire, encore une fois, hein, Oui. mais cette peur, ouais, c'était ma plus grosse trouille, c'était que ça revienne pas et que je sois obligé de quitter ma femme, ouais. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Bah, d'elle. C'est débile, c'est hyper fleur bleue. Mais de quoi je suis le plus fier? Oui, je crois que je suis fier je suis fier de mon couple. Je suis fier de ce qu'on a réussi à construire. D'abord, donc, avec nos deux grandes saucisses d'ado, première chose. Et puis, ce qu'on a réussi à instaurer entre nous. Euh, ouais, cette espèce de team, d'équipe, tu vois, quoi qu'il arrive, on est là l'un pour l'autre et on est dans le camp l'un de l'autre, quoi qu'il en soit. C'était pas gagné. Alors après, il y a plein de choses intimes que je pourrais pas raconter dans ce podcast, mais voilà, pour moi, c'est l'arrivée d'Élise dans ma vie, c'est un miracle. C'est un miracle. D'accord. Et depuis l'arrivée de cette femme dans ma vie, ben, je suis devenu moi. Et c'est énorme, enfin, tu vois. Mmh. Et de ça, je suis très fier. Elle m'a autorisé, elle m'a autorisé, elle m'a permis à être moi, à plein d'endroits. Et ça continue, tu vois, parce qu'en fait, encore une fois, hein, c'est pas rien n'est acté en une fois. C'est un chemin de vie. Oui, et puis on évolue, on n'est Puis on pas la même évolue. personne Ouais, quand on se ouais, ouais. rencontre, quand on a les enfants et compagnie. Bah ouais, puis on n'a pas les mêmes problématiques parce que tu vois, même juste l'éducation des enfants, nous, on n'a pas du tout eu la même éducation, donc il y a plein d'endroits sur lesquels on n'est pas raccord, mais complémentaires. Enfin, tu vois, et je me rends compte que bah, les problématiques que quand t'as des enfants qui ont 4 ans, 10 ans et 16 ans, bah c'est pas les mêmes, et que tes peurs toi de parent ne sont pas les mêmes. Et quand t'as quelqu'un, et je pense qu'on est ça l'un pour l'autre, qui enfin, voilà, faisons baisser un peu la pression parce que on reprend en contact avec le réel, et que donc il s'agit pas du transfert de tes peurs à toi sur tes enfants, mais voilà, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est important? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de les faire chier parce que c'est important dans le cadre de leur construction, ou est-ce que franchement baisse le chauffage, quoi? On va pas se fusiller une soirée parce que ta gamine a mis un coup sur la table, tu vois? Mmh. Et en ça, elle est formidable. Et moi, de l'autre côté, je pense que j'apporte une espèce de cadre, je sais pas, enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu good cop, bad cop, mais avec un bon équilibre, tu vois. Je pense que moi, je suis plutôt, ouais, un peu rigide, un peu sévère, un peu con, et que elle, d'un autre côté, elle est un peu souple, un peu hippie, un peu trop, enfin, tu vois, et que la fusion de ces deux trucs-là Ouais, font un équilibre au qui est milieu. pas trop bête, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croises et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance? Que je comprends ce que je comprends ce que tu me dis, et en même temps, je pourrais te faire, un historique de ma vie et te montrer qu'il est pas du tout question de chance, et quelque chose dont j'ai beaucoup, beaucoup souffert, parce que, j'étais moi un gamin, qui avait beaucoup de facilité à l'école, par exemple, à contrario, mon frère galérait comme un taré. Et j'ai été beaucoup rabaissé quand j'étais môme, sur le côté justement: «Oui, mais toi, tu du bol, oui, mais toi, c'est facile, oui, mais toi, machin, nin nin». Et en fait, j'ai beaucoup eu ce discours-là: «Ah, mais j'ai de la chance. Ah, mais non, bah, c'est pas moi, c'est de la chance, voilà». Et puis, jusqu'à un moment où tu justement prends un peu ce coup sur la tronche là qui est l'accident, où tu dis: «Bon, bah, la chance là-dedans, bof». Et ça remet un peu tout en perspective, justement, sur, je te dis, cette organisation de la vie, où tu dis, t'as pris des voies intuitivement, qui en fait t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Je veux dire qu'on a tous cette liberté fondamentale de consentir ou pas à saisir les occasions de la vie. Et alors après, peut-être qu'il faut savoir ce qu'on met sous le vocable de chance, peut-être aussi. C'est peut-être une sorte de sémantique, mais la chance comme étant tu vois, la baguette magique, j'y crois pas trop. Mmh. Donc c'est voilà, à cette personne-là, moi je lui dirais: écoute, je t'invite vraiment à venir faire une chronologie de ma vie, et de voir que plus ou moins tout a été organisé pour que j'en sois là aujourd'hui, et que vraiment le plaisir, tu vois, le bonheur que j'ai dans ma vie aujourd'hui,
résulte d'options et d'un certain courage à certains moments, à se dire bon bah on va là et puis advienne que pourra. Avec peut-être que j'ai tu vois cette force, ce tempérament de suivre mon intuition. Peut-être que voilà, c'est ça. On a tous des talents à des endroits différents en fait. Et je pense que ce qu'on nomme chance, c'est un peu des talents. Mais ces talents, il faut les déployer, quoi. Et ça n'est qu'en notre pouvoir propre. Et puis compter sur les autres, mon Dieu, ça aussi. De quoi? Et de compter sur les autres. Enfin, tu vois, c'est pas une chance d'avoir des amis, c'est pas une chance d'avoir, c'est qu'à un moment tu décides que tes amis sont importants, que ton entourage est important, et que donc ce qu'ils te donnent, tu leur rends, et que c'est un cercle vertueux. Mais c'est parce que tu l'as décidé, vraiment. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Oui, mais je me rends compte que c'est pas possible parce que je suis convaincu que l'expérience ne profite qu'à soi-même. Et en termes de conseils, c'est très compliqué de dire aux gens des choses qu'on a nous expérimentées, vécues comme étant vraies, euh, dans des oreilles ou dans un moment de vie où en fait tu peux pas l'entendre. Enfin, tu vois. Si je devais dire quelque chose, c'est perds pas de temps. En fait, suis ton intuition, vois où ça te mène, expérimente les choses, consent, plutôt que de vivre dans la peur de. Je pense que la peur est un poison mortel, vraiment, et qu'on s'invente un peu des peurs un peu trop grosses, un peu trop insurmontables, pour rester dans une pseudo zone de confort qui, bon an mal an, font que ça fonctionne. Mais cette zone de confort, elle peut être dangereuse. Encore une fois, ça dépend ce qu'on met dedans, hein. Mais donc ouais, moi mon conseil ce serait suis ton cœur, tu vois, suis ton cœur. On est rarement déçu. Oui, peut-être que ça va être difficile. Oui, peut-être que tu vas te planter, mais au moins tu vas apprendre des trucs. Et Dis-le. le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que bah, c'est ça. En fait, je me souviens d'une amie qui m'a dit fais-toi confiance. Et au moment où je pouvais l'entendre, je pense que c'est ça aussi. Il y a ce truc de, tu vois, fais-toi confiance. Bon, ça a l'air pareil, ultra bateau, pardon, hein. Mais au moment où je pouvais l'entendre, au moment où objectivement, elle m'a dit fais-toi confiance. Et puis en avant, quoi. C'est marrant parce que tu vois là, j'ai créé un nouveau contenu là que j'ai pas encore diffusé et où j'ai condensé dans un espèce de livre blanc, enfin un espèce d'e-book, tous les conseils que mes invités auraient aimé recevoir. Ouais. Et donc là, je crois qu'il il doit y avoir 60 ou 70 personnes. En repassant sur toutes ces personnes, je me suis rendu compte. Alors, ce n'est pas que de la chance dans le sens où clairement c'était provoqué, mais d'avoir échangé avec toutes ces personnes et la confiance, fais-toi confiance revient souvent parce qu'il y a des personnes à qui on l'a jamais dit, mais aussi ce truc-là où il y a pas mal de personnes qui disent bah, je donnerais ça comme conseil. Finalement, on me l'a peut-être déjà dit, mais j'étais pas en capacité de l'écouter, ou de l'entendre, ou. Ouais, ça j'en suis convaincu. J'en suis convaincu qu'il y a vraiment un moment où tu peux entendre les choses et effectivement on te l'a déjà dit, enfin tu vois d'une autre manière ou à un autre moment et puis en fait c'était rentré par une oreille sorti par l'autre et puis il y a un moment où ça tombe au fond, enfin tu vois et puis ça fleurit. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui sont plantées et qui fleurissent au moment où ça doit fleurir aussi. Peut-être que tu vois le moment où tu peux entendre fais-toi confiance, c'est parce que on te l'avait dit aussi à un autre moment plus tôt dans la vie où mais où tu n'avais pas relevé, où tu n'en avais pas forcément, c'était pas nécessaire. Mais ouais, je crois vraiment fais-toi confiance. Je pense que c'est ce que je donnerais comme conseil. C'est quoi tes prochains défis? Mon prochain défi, alors c'est pareil, c'est un peu scoop, hein. Je suis sur la construction d'un projet d'un lieu d'accueil, un lieu d'accueil dans lequel en fait on aurait des entrées multiples, art, handicap et personnes justement qui sont fragilisées par le burn-out.
Donc, parce que l'accueil avec Élise, c'est un truc qu'on fait très bien, puis dans lequel on est très heureux, et on se dit ouvrir un lieu dans lequel il y aurait vraiment du boulot professionnel, donc de la résidence d'artistes, de l'enregistrement, vraiment de la répétition de spectacles pour ma compagnie, puis pour d'autres compagnies, et puis une ou deux chambres ou lieux de vie de répit, donc soit pour des personnes en situation de handicap qui viendraient passer 4 jours, 5 jours, donc entourés avec le personnel ad hoc, et puis nous en atelier artistique, pour que les familles puissent souffler un peu, ou alors que la famille vienne avec justement l'enfant ou l'ado ou le jeune adulte handicapé, et que eux profitent aussi du lieu comme étant un peu joli, avec balade, avec atelier, et qu'il y ait du personnel pour pouvoir prendre en charge l'enfant, l'ado, le jeune adulte en charge, pour souffler, parce qu'il y a une vraie problématique au niveau des aidants, enfin ce qu'on appelle des aidants sur le handicap ou sur des difficultés de vie. Et puis et le troisième volet, ce serait un accueil ouvert de gens qui sont sortis de la crise, donc qui sont à nouveau en capacité de se mobiliser en termes juste de bouger, parce que certains en burn-out ont quand même une incapacité profonde à faire quoi que ce soit, et donc sortis de cette crise-là, un peu quand on serait au moment d'une renaissance, de pouvoir les accueillir dans ce même lieu, et que tout ça discute, tout ça se rencontre, donc soit en termes d'atelier, soit en termes de présentation de travail artistique, soit en termes d'atelier, enfin tu vois, et donc ça, je travaille ça avec donc Servan de Dieu le veut, donc qui est mon ami, qui est coach de professionnel, et c'est un dispositif qu'elle travaille vraiment sur le fond, parce qu'on en a l'expérience, et elle disait, moi je vais avoir besoin de gens qui soient un peu calés en termes d'artisanat d'art, pour continuer à faire un travail qui soit pas un travail intellectuel, c'est continuer à débrancher le cerveau pour pouvoir un peu réoxygéner l'intellect par du manuel. Donc ce serait peut-être du travail de couture, du travail de maroquinerie, du travail de bois, donc produire un objet, donc restaurer une sorte d'estime de soi, de confiance à partir de concret, pas des mots, enfin tu vois, de concepts, surtout pas, mais d'être dans des choses un peu les mains dans le cambouis, qui est quand même la suite du nom de la compagnie. Donc voilà notre défi, et c'est quelque chose sur lequel on réfléchit à plein d'endroits en ce moment, dans un futur, je dirais moyen terme. On s'en reparlera, tu me diras. On en parlera avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais une recommandation de lecture ? Recommandation de lecture. Après, il y a des livres qui servent à plein de choses, hein. Il y a des livres qui sont vraiment des moments affectifs, puis il y a des livres qui sont denses en termes de nourriture. Qu'est-ce que je pourrais te proposer ? Ça va être ultra bateau, hein, je suis désolé. On a dû te le dire déjà des millions de fois, mais je dirais Le Petit Prince de Saint-Ex. Après, la question, je la pose pas à chaque fois, mais oui, en effet, c'est un bon livre. Ouais, parce que je trouve qu'il y a à plein d'endroits, c'est un bon livre. Il n'y a pas de mauvais livres, évidemment, mais celui-là, ouais, il est quand même particulier. Il y a vraiment plein de trucs dedans. Enfin, et moi, ce qui me touche profondément là-dedans, c'est évidemment l'apprivoisement du renard, et puis la rose qui dit qu'à un moment je serai une rose unique pour toi. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est abordable aussi à tous les âges. Il y a tellement de niveaux de lecture que je pense que c'est bien de s'y replonger de temps en temps dans Ce Petit Prince, et puis conscientiser qu'on est tous des petits princes, et que donc on a cette espèce de inhérente à notre condition humaine, cette royauté d'être humain. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? Toujours pareil. Oh là là, on va se dire, mais quel abruti celui-là. J'ai envie de remercier ma femme. Je crois que c'est la première personne qui me vient en tête. C'est pour les raisons que je t'ai exposées tout à l'heure. Merci à cette femme de m'avoir permis d'être moi-même aujourd'hui. Super. Un énorme merci à Arnaud. Non, merci. Merci à Gwen de nous avoir mis en relation. Ouais, carrément. Super nana, Gwen. Super nana, ouais, exactement. Qu'on embrasse. On l'embrasse.
Et puis, si les personnes sont intéressées pour voir ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Alors, vous pouvez voir quelques images de notre boulot sur le site Les Voix élevées. Donc c'est www.voix-eleves.fr. Super. Je mettrai le lien sur Ouais, le blog de Pourquoi pas moi. il y a quelques images et quelques tiers de spectacle. Ça donne, je crois, un bon aperçu de notre travail et de notre sensibilité. Génial. Merci Arnaud. Très belle Merci journée. Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour suivre Arnaud, je vous mets le lien dans le blog pourquoipasmoi.co. Rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle invitée exceptionnelle que je cherchais à avoir derrière mon micro depuis près d'1 an. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, on se retrouve dès maintenant sur Instagram sur le compte pourquoipasmoi.co et à demain sur la newsletter. Pour t'inscrire, je te glisse le lien dans les notes de cet épisode. Au revoir.